un petit peu bas. Et j'avais présenté un jour j'avais rencontré un neurochirurgien Oui, qui s'ennuie parce que sa spécialité c'était de faire de l'opération du cerveau des enfants. d'accord. Et une opération de cerveau, ça dure à peu près 7-8 heures. 7-8 heures. Alors lui, comme il était responsable, il avait une ou deux heures de travail, parce que quand on ouvre le crâne, etc., il n'a pas besoin d'être présent. Mais par contre, il fallait qu'il soit présent pendant 8 heures. Donc il avait un bureau à côté, D'accord. et il s'emmerdait pendant 6 heures. Donc il avait décidé de se lancer sur l'application des neurosciences dans le domaine de la gestion. Et je l'avais fait faire une conférence à HEC, notamment j'avais présenté un Ramadan en dessous. Il a créé une chaire avec SAP, avec HEC justement sur le travail des neurosciences. Et un jour il m'a dit, écoute, notre éditeur, puisqu'on est le même éditeur, il m'a demandé d'écrire un bouquin sur le neuromarketing. Moi je connais le marketing, je connais rien du tout. Est-ce que tu veux qu'on écrive ça ensemble? Alors j'avais un peu hésité, puis je suis aperçu qu'aux États-Unis, mais ça date de 10 ans, qu'aux États-Unis ça se développait. Alors je me suis dit finalement, pourquoi pas. Donc, on a sorti le premier bouquin sur le neuromarketing en action. Après, il y a Anso qui avait envie de travailler avec moi sur le marketing bancaire. Je lui ai dit, écoute, le marketing bancaire, j'allais dans les banques, ça, puis c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus sexy que le marketing bancaire. Donc elle a réussi à travailler sur la deuxième édition du bouquin, du premier sur le neuromarketing. Ensuite, on a fait la version en anglais. Ouais. Là, elle a beaucoup travaillé sur la version en anglais. Et puis, ça ne nous satisfaisait pas ni à moi l'approche, parce qu'en gros, l'approche était donc le professeur Patrick Georges qui disait voilà, le cerveau fonctionne comme ça. On vous dit comment ça fonctionne, c'est pas la peine de lire les trucs qui sont à faire, mais croyez-nous, et puis voilà les applications. Donc nous, on voulait plutôt avoir un bouquin de prof qui était un peu comment fonctionne le cerveau inconscient, mais tout ce qu'on disait, c'est que ce soit référencé. Ça rapporte sur Nature, sur toutes les études qui ont été faites, et il y en a d'ailleurs une quantité, d'où l'idée d'écrire le nouveau bouquin sur le neuroconsommateur qu'on a écrit tous les deux. Voilà. Celui-là, il a été écrit il y a combien de temps, du coup, le neuroconsomateur? Le neuroconsommateur, ça fait 2 ans. 2 ans, oui, c'est récent, d'accord. Ouais. Qui est beaucoup plus. On a voulu. En fait, l'idée, on n'a pas réussi, c'était vraiment de faire un Mercator du comportement inconscient du client. Voilà. D'accord. Et voilà, il existe, et ça n'existe toujours pas aux États-Unis sur le neuroconsommateur, c'est-à-dire comment le comportement inconscient du cerveau dans tout ce qui est les achats, la publicité, etc. D'accord. Alors là, on est très avancé pour la version anglaise, mais comme elle n'est pas bien portante actuellement, c'est elle surtout qui travaille sur la version anglaise, on a presque tout fait traduire avec des budgets de recherche. Ah ouais, j'imagine, Le bouquin, il fait presque 500 pages, ouais. Ça coûte une fortune. Mais une fois que c'est traduit, il faut le revoir. Il faut tout revoir. Alors déjà en anglais, moi j'en suis incapable, elle est capable de bien voir. Mais déjà en français, quand vous avez écrit un bouquin, vous passez autant de temps à la relecture, au fignolage, au truc, c'est vraiment autant de temps. Et c'est pas marrant. Ouais, j'imagine, je peux imaginer, ouais. Alors à part ça, naturellement, il est sûr que quand je me suis lancé dans les neurosciences, c'était tellement plus intéressant que le marketing bancaire, donc je me suis complètement... j'ai réorienté beaucoup là-dessus, et avec ça maintenant on fait pas mal de conférences là-dessus. On développe HECZ, on fait des différentes choses parce que ça intéresse, mais ça fait beaucoup peur aux sociétés. C'est pour ça que moi, les conférences, on ne l'appelait plus neuromarketing, mais neurosciences et marketing. Ah, c'est marrant, neurosciences et marketing fait moins peur que neuromarketing. Beaucoup moins peur, ça fait recherche. Alors que neuromarketing, ça fait manipulation. Ça fait complètement manipulation. Même si on explique aux gens qu'on fait pas qu'on leur explique ce qui existe, comment fonctionne le cerveau, etc., et qu'on n'est pas là pour faire du prosélytisme et de la manipulation, qu'on ne fait même pas de conseils dans ce domaine-là. Mon co-auteur, le neurochirurgien, lui, fait pas mal de conseils, mais
C'est toujours... On a des gens qui veulent jeter le bébé avec l'eau du bain. D'ailleurs, vous devez avoir quelques problèmes pour vos interviews. Oui. C'est surtout aussi au début, quand je parlais de mon sujet, où il y a une connotation très négative, où je suis obligée, à chaque fois, de me justifier en disant que voilà, il y avait aussi des applicatifs qui pouvaient être aussi très intéressants dans l'éducation ou dans d'autres domaines, et que c'était pas forcément une question de manipulation, mais que c'était intéressant de voir les opportunités et les dérives justement de ça, d'être totalement transparent et oui, c'est. Mais même moi, ça m'a dérangé à un moment donné. Hein. Au début, j'étais. Actuellement, le conseiller de Macron, le conseiller de l'éducation, enfin le conseiller d'être ministre, il a pris ses conseillers parce que c'était des neuroscientifiques qui ont écrit des bouquins sur le fonctionnement du cerveau. Mais on l'accepte en termes de psychologie, en termes de marketing, c'est beaucoup plus difficile. Exactement. C'est totalement ça, ouais. Alors qu'aux États-Unis, c'est tout à fait courant. Même les présidents américains utilisent des études de neuromarketing pour certains sujets. D'accord, c'est intéressant, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est très riche, hein, et puis dès qu'on commence à se pencher sur le sujet... Obama l'a utilisé, Bush l'a utilisé, leurs conseillers, ils l'utilisent tous. En France, ils ont tellement la trouille des journalistes. Depuis qu'Élise Lucet a fait une émission, comme ces types d'émissions qui sont très loin du journalisme, parce que c'est une émission à charge. Elle a descendu, mais je ne sais pas combien de sociétés qui n'étaient pas prêtes à lui répondre, mais c'était le scandale. Vous allez voir un peu comment fonctionne le cerveau, vous manipulez, etc. Donc, je n'étais pas au courant qu'il y avait eu... C'était sur France 2, c'est ça? C'est dans Envoyé spécial? Ça fait quelques années, ça fait 4-5 ans. Elle a fait une émission sur le neuromarketing. D'accord. Elle avait animé la SNCF. Et les seuls qui s'étaient bien défendus, c'était L'Oréal. D'accord. Parce qu'en fait, certaines études de neuromarketing, des études de l'IRM sont interdites en France. Pour les applications en marketing. Ah, je ne savais pas ça par contre. Ici, c'est interdit en France pour les applications en marketing. D'accord. Mais par contre, ça ne veut pas dire que les boîtes, elles s'en foutent, parce qu'elles vont les faire en Belgique, en Angleterre, etc. Oui, c'est vrai. Et l'argument, moi, que je soupçonne les médecins, que je trouve complètement idiot, ils disent oui, on l'interdit en France parce qu'on n'a pas assez d'IRM pour faire des études médicales. Donc, on ne va pas les utiliser pour faire les études marketing. Voilà. Dans ce cas-là, c'est tout à fait normal. Je leur dis, mais vous avez tout à fait raison. Mais le problème n'est pas du tout là. Pourquoi est-ce qu'en Angleterre, en Belgique, mon co-auteur, lui, il opère en Belgique. Il opère en Belgique, d'accord. Donc, en Belgique, il l'utilise. Harvard, par exemple, à Stanford, ils ont dit, bon, quel est votre problème? Vous n'avez pas assez d'IRM, mais il n'y a pas de problème. Nous, on a des fondations, on a besoin de combien? Ça vous coûte 2 millions d'euros, en gros, un IRM. Vous en achetez un et on l'utilise à 10% du temps, moyennant quoi vous utilisez le reste pour vos études. Donc, les hôpitaux américains se sont équipés en IRM, à côté des facultés comme Stanford, etc., avec des fondations. Et en Belgique, ça a été la même chose qu'a défendu mon co-auteur en disant, mais attendez, nous, on peut en plus l'utiliser la nuit pour faire nos études, on n'est pas forcé. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et puis après, alors, ce qui a été le plus, mais ça, il ne faut pas l'écrire, enfin, vous pouvez l'écrire si vous voulez, mais il ne faut pas le citer. On a dit, mais pour analyser un IRM, quelqu'un de marketing est complètement incompétent pour analyser, c'est très complet d'analyser un IRM, surtout qui regarde la pensée. Pas l'IRM qui regarde les genoux, mais qui regarde la pensée. C'est très compliqué parce que l'IRM, c'est une aimantation de sang qui se des atomes du sang du cerveau. D'accord. On regarde l'aimantation, à partir de ça s'est transformé par des ordinateurs, c'est mis sur des cartes du cerveau et c'est reconstitué. C'est que c'est pas du tout comme une radio, on voit pas du tout votre... Oui, vous avez une figure de votre cerveau, et c'est pas une photo du cerveau, ce que les gens font. Donc à partir de ça, c'est complètement indolore, puisque c'est non seulement indolore, mais on ne vous envoie pas de rayons. Simplement, il faut des spécialistes pour faire ça. Oui, donc, moi, j'ai participé avec mon collègue, il a dit aux gens qui étaient spécialistes dans l'hôpital, qui analysaient les IRM, il dit, on a besoin de vous. Il dit, bon, écoutez, pour nous analyser un IRM, vous prendriez combien? Alors, on a bien expliqué, le méthode dit 100 euros. On a dit, nous, on vous donne 300 euros.
Parce qu'en fait, il n'y a rien qui coûte beaucoup moins cher le côté médical que les études marketing. Oui, mais bien sûr, c'est vrai ce que vous dites. Ouais. Et là, on a commencé à avoir la sympathie, et puis vous pouvez l'analyser quand vous voulez, la nuit, etc. Là, on a commencé à avoir la sympathie de certains médecins qui ont dit après tout, pourquoi pas, parce qu'ils gagnaient pas mal de fric, beaucoup plus que sur leur... Ouais, sur leur... Mais comme on dit, moi j'entends des arguments en France, notamment médicaux, non, il ne faut pas le faire parce qu'on n'a pas le droit de toucher au cerveau, effet de précaution, mais ça n'a rien à voir. Ou le fait là que les autres équipes, les hôpitaux s'équipent en IRM gratuitement, alors que nous on continue à aller chercher les fonds d'État qui n'y arrivent pas. Les hôpitaux n'arrêtent pas à se plaindre qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'équiper. Et ça, vous pensez que ça vient, le fait que ça soit très marqué en France c'est particulier en France, oui, parce qu'il y a beaucoup de pays, je ne sais pas s'il y en a d'autres que la France, mais je sais que les 3/4 des autres pays n'interdisent pas d'utiliser l'IRM. Je ne vois pas pourquoi faire des études en dehors des études médicales. Alors L'Oréal peut le faire un peu parce qu'ils font des études qui sont à la limite médicale. Par exemple pour ces produits, pour voir ce que donnent les produits. D'accord. Et vous avez des sociétés qui ont acheté leur propre IRM, 2 millions d'euros, une grande société peut l'acheter. Je crois qu'Essilor, mais j'en suis pas sûr, il me semble qu'Essilor a son propre IRM. Et là, si vous avez votre IRM, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'IRM des hôpitaux, mais on peut utiliser son propre IRM. D'accord. Par contre, on peut utiliser en France le EEG, d'autres techniques. Voilà, enfin je vais répondre plutôt à vos questions. Non, mais c'est intéressant, du coup je découvre pas mal de choses, c'est intéressant de voir cette vision justement. Et c'est vrai que, oui, cette connotation qui n'est pas forcément très positive. Mais par contre, il faut naturellement consacrer un important domaine à tous les problèmes. Vous l'avez mis en fin de déontologique, éthique, déontologique, etc. Ça, c'est déjà montré dans l'introduction, quand on fait des conférences, qu'on va aussi aborder ces importants problèmes sur le plan déontologique, éthique, déontologique. Et même pour les boîtes qui veulent l'utiliser, que c'est absolument indispensable. Oui, complètement. Totalement. Donc du coup, peut-être je vais vous rapidement, donc, comme vous l'avez indiqué, donc mon sujet, c'est vraiment lié à tout ce qui va être la data émotionnelle. Donc comment on arrive à mesurer cette émotion par l'intermédiaire de la technologie, et plutôt entre le client et la marque. Et du coup, moi, mon objectif, c'est de voir en fait comment ça peut améliorer la chaîne de valeur marketing, et aussi essayer d'analyser ça sous l'angle Customer Journey, avec un parcours client, avant, pendant, après achat, en fonction du type d'utilisation. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Parce que depuis quelques années, on parle beaucoup de fil data, donc de data émotionnelle, de cette mesure de l'émotion, mais par rapport à la technologie. Mais au final, je me suis rendu compte quand je me suis penchée sur le sujet que ça part un peu dans tous les sens. Et voilà, il n'y a pas forcément d'état de l'art jusqu'à présent qui a été fait pour savoir, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour analyser cette émotion? Comment, par quels moyens? Quels sont les besoins des différents interlocuteurs qui vont rentrer dans cette chaîne-là? Et du coup, j'essaye de confronter différents regards. Donc, comme je vous l'avais marqué, ça peut être des chercheurs en neurosciences, psychologues. Là, hier, j'étais à Paris Descartes pour rencontrer une psychologue justement qui est spécialiste en émotion, mais aussi des annonceurs, voir un peu quels sont leurs besoins, comment ils se servent de l'émotion pour un peu mieux comprendre aussi ce qui se passe dans la tête du consommateur. Donc j'étais à LVMH il y a quelques jours. Et d'un point de vue solution également, donc il y a des boîtes comme Data Calab qui, eux, sont spécialisés dans tout ce qui va être facial coding, qui ont développé leurs propres algorithmes et qui disent qu'ils peuvent justement mesurer cette émotion dans différents contextes. Oui, ils ont fait un article dans Survey Magazine. Dans Survey Magazine, je vais me le noter, parce que c'est vrai qu'il y a... Regardez Survey Magazine, il y a plein d'articles sur l'intelligence. Ils font... c'est un mot qui est fondé sur la recherche, sur les forums. Donc il y a beaucoup d'articles dans plusieurs numéros, mais beaucoup d'articles qui sont sur les... Si j'en ai un, je les laisserai parce que je me fiche de garder les... Ce que j'ai mis
parce qu'on a fait 2 articles. Et je vous les laisse ceux-là si vous Ah, voulez. c'est gentil. Vous achetez un d'eux, parce que ça ne sert à rien de les avoir en double. Et on a dû écrire un article avec Anso dans le... Ah, super intéressant. Oui. Et du coup, en effet, il y a une partie aussi sur l'intelligence artificielle. Là, j'ai interviewé 2 personnes de chez IBM récemment. Et il y a un gros sujet justement aussi par rapport à cette intelligence artificielle, par rapport à ce lien avec l'émotion. Et il y a une partie également réglementaire. Oui. Donc là, hier, j'étais avec la CNIL justement pour... justement, c'est des nouveaux sujets aussi depuis quelques années, mais ils se sont déjà penchés sur la question pour savoir d'un point de vue éthique, réglementaire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà, voir un peu, essayer de poser un cadre aussi à tout ça. Oui, alors c'est vrai que l'intelligence artificielle s'y intéresse beaucoup parce que il s'intéresse pour la mettre dans la tête des robots notamment. Oui, Parce que exactement. le robot, s'il veut converser avec vous, il faut qu'il voit ce que vous pensez. En deep Et learning, pour ouais. ça, il est forcé de détecter les émotions qui sont sur votre visage, Ouais. parce que c'est ce qu'il regarde. Et donc il y a tout un ensemble de choses Exactement. qui vont monter en décodant le visage, savoir si vous êtes d'accord, pas d'accord, si ça vous plaît, ça vous plaît pas, si ça vous embête et tout. Il y a tout un ensemble de signes, Ouais. finalement, sur le visage, qui sont des signes qui montrent un peu ce que vous ressentez. C'est très bien ce que sont, par exemple, capables de faire les grands champions, les experts, les professionnels du poker. Ce sont des gens, si vous jouez avec eux, qui sont capables de détecter ces signes. Ils sont aussi capables de les travailler pour les modifier. C'est pour ça que quand vous voyez les tournois entre professionnels, ils ont des foulards, des chapeaux, etc. C'est pas par folklore, c'est pour que les gens ne voient pas ces signes. Ce qui veut dire que si vous jouez au poker avec un professionnel, un vrai professionnel, vous êtes sûr de perdre. Il ne triche pas, mais il voit les signes, et le signe va détecter pour vous si vous êtes content ou pas, donc si vous êtes content si vous avez du jeu. Et quand vous commencez à bluffer, c'était très difficile parce que il va voir le signe que communique le cerveau, tout ça. C'est ce qui se sert par exemple pour les robots. Pour pouvoir converser avec vous, il faut qu'ils voient un peu. Donc il y a toute une analyse faciale qui fait. Et dans je ne sais pas si c'est dans celui que je vous ai donné, il faudrait vous procurer les autres, les plus récents, mais c'est vrai qu'il y a toute une analyse faciale qui lui permet de voir les émotions. Bon, alors, l'émotion au départ, c'est fondamental. C'est que ça peut être quand même le premier postulat, c'est que toutes nos sociétés sont persuadées que notre cerveau prend des décisions rationnelles et conscientes, alors que dans les achats, maintenant, les spécialistes, mais ça faut lire les Américains comme Lindström, etc., vous montrent qu'en gros, 70 à 80% de nos achats sont irrationnels et inconscients. C'est pour ça qu'on a voulu écrire tout un bouquin sur le neuroconsommateur, c'est comment se comporte le cerveau quand il est inconscient. On arrive à en faire 500 pages, ce qui est énorme. Mais déjà, c'est qu'on croit qu'on est conscient alors qu'on est inconscient. Donc maintenant, les gens découvrent que la décision, très souvent dans les achats, c'est une décision d'abord émotionnelle. D'où l'intérêt de connaître les émotions. L'ennui, c'est que les études classiques sont impuissantes. Parce que quand on vous demande vos émotions, d'abord c'est très difficile de décrire, mais souvent les émotions les plus fortes, quand on vous parle de sujets émotifs qui sont importants, c'est si on vous parle du sexe, si on vous parle du racisme, qui sont des sujets importants, si on vous parle politique, des enfants, de l'argent, il y a énormément de sujets très douces dans lesquels vous voulez répondre, vos réponses vont être journalistiquement correctes. Donc vous devez répondre ce que vous voulez, mais pas ce que vous pensez. Et notamment Obama, ça a été très intéressant quand ses conseillers l'ont utilisé, parce qu'ils voulaient savoir, alors aux États-Unis c'est encore pire, parce qu'aux États-Unis, avant, il ne fallait pas dire un Negro, il fallait dire un Black, mais maintenant, il ne faut même plus dire un Black, il faut dire un Color Man. Donc, c'est complètement aseptisé. Donc, les études directes sont aseptisées. Donc, Obama, il voulait savoir, ses conseillers, ce que les gens pensaient de la différence, puisqu'il était noir. Donc, ça aurait été pareil sur Hillary Clinton, d'ailleurs, parce que c'était une femme, ils n'avaient pas l'habitude. Donc pour ça, quand on demandait aux gens s'ils se posaient des questions, toutes les questions,
les gens et vous répondez correctement. Non, un noir, un blanc, c'est pareil. C'est l'intelligence des gens. Donc les gens trouvent qu'on va répondre convenu, ce qui peut être que c'est pareil, il y a des cons partout, etc. Donc ils vont vous répondre que non, ça ne donne pas de différence. Donc ce qui fait qu'ils avaient les réponses sont complètement fausses dans les études classiques. Et donc ils ont utilisé l'IRM parce que le cerveau, l'avantage c'est que le cerveau ne ment pas. D'où l'utilisation de détecteurs de mensonges dans certains pays. Et donc là, ils ont fait des études, c'est Neurofocus qui a travaillé avec eux, qui ont fait des études sur le cerveau pour savoir ce qu'ils faisaient. Et ils ont découvert d'ailleurs, parce que donc ils essaient de découvrir des choses, puis après de donner des conseils. Et ils ont découvert que finalement, blanc-noir, puisqu'il y avait beaucoup de choses, ça gênait pas trop les gens. Ce qui gênait par contre, c'est d'être métis. Qu'on n'aimait pas les métis. Ni les noirs, ni les blancs d'ailleurs. Ni les métis. Parce que, or Obama, il est métis. Donc dans sa campagne de communication, les conseillers sont bien arrangés pour qu'il ne soit jamais métis. Il faut qu'il soit ou blanc ou noir, parce que en montrant un peu les grands-pères noirs, etc., ou blanc en montrant la grand-mère blanche. Éventuellement, si on voulait montrer qu'il n'était pas... Mais il n'était pas métis, il était ou blanc ou noir. Donc alors, le problème, si ces études sont arrivées, c'est qu'il y a deux façons. Ce qui s'est posé sur tous les cabinets d'études, moi j'ai travaillé pendant 20 ans avec la Sofres, donc c'était très longtemps, on a fait des études, notamment j'ai créé les banques assurance pour essayer. Ce qui était bien, parce qu'avant on avait sur les questions, si on demande l'heure d'ouverture d'une banque, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on aborde des sujets très délicats ou des motivations, maintenant on s'aperçoit que les motivations que les gens ne sont pas rationnelles, mais c'est leur motivation qui les entraîne, il y a deux façons de savoir des gens. Soit en observant, en utilisant les datas, et c'est tout le data mining, et c'est toute l'intelligence artificielle, et c'est toute la force de Google, c'est de savoir en fonction, quand on observe la façon dont vous vivez, et ils ont des quantités de données sur tout ce que vous faites, on peut même avoir des communications avec vos petits copains, etc. Maintenant, les photos que vous envoyez, toutes ces analyses, c'est une force considérable de données qu'on va trier, et à partir du tri de ces données, on va savoir exactement ce que vous pensez. Et en même temps, ce que vous pensez, ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'avoir, etc., avec des corrélations. Donc, on voit très bien que le marketing est passé de l'étude classique au data mining. D'où la force de tous les gens qui font des analyses de données. Ce qui est une des façons de savoir ce que pensent les gens, et ce qui est une façon quand même assez dangereuse. Je trouve que le data mining est très dangereux parce qu'on ne s'en rend pas compte. Vous filez des quantités d'informations. Moi, je suis tous les jours sur mon téléphone mobile. Savoir où je vais, d'ailleurs, on sait où vous êtes, on sait ce que vous achetez. Donc après, ils vont vendre ces informations aux gens qui en ont besoin. Si on s'aperçoit que vous avez des couches, vous achetez des couches pour un bébé de 6 mois, c'est facile d'anticiper que le bébé il aura 1 an, dans 1 an, et on va vous proposer des couches de bébé d'1 an. Mais sur toute votre vie, c'est ça où l'intelligence artificielle est quand même assez difficile, parce qu'avec en plus des algorithmes maintenant de plus en plus puissants qui vont vous traquer. Donc ça, c'est une façon d'avoir de l'information sur vous, et notamment sur vos émotions, puisqu'on va pouvoir suivre à partir de vos comportements, comment c'est qu'ils sont conditionnés par vos émotions, ce que vous allez faire, ce que vous allez aimer, etc. Regardez Amazon par exemple, ils se gourent de temps en temps, mais dès que vous avez commandé un bouquin, ils vont vous proposer des autres bouquins qui correspondent à peu près au type d'émotion que communique ce bouquin. Oui, exactement. Ce truc. Donc il va vous suivre, il va communiquer. Donc ça, c'est tout un pan. Moi, je ne connais pas beaucoup, mais qui est tout le pan de l'intelligence artificielle sur lequel Anso est en train de travailler, puisqu'on a transformé le master marketing pour des professionnels en master marketing digital. Donc c'est tout le digital. L'autre façon de savoir ce qu'on pense, c'est de regarder ce que pense le cerveau, puisqu'il ne manque pas. Et là, c'est là où toutes les neurosciences ont leur application. Parce qu'on va essayer de voir ce que pense votre cerveau par rapport à une communication publicitaire, etc. Ou simplement, si ce que vous regardez vous crée de l'émotion ou non. Ou si une marque vous crée de l'émotion.
Et on essaie d'ailleurs maintenant de créer des marques sensorielles. Parce qu'on sait que plus on vous crée de l'émotion, plus vous allez créer de l'adhésion à cette marque. Et plus surtout l'émotion, et notre avantage, c'est que la zone des émotions, qui est la zone limbique du cerveau, en insula, pour être un peu technique, c'est une zone qui est très proche de la mémoire. D'accord. Ce qui fait que c'est deux zones qui communiquent ensemble techniquement dans le cerveau. Ce qui fait que si vous voulez faire mémoriser quelque chose, une marque, par exemple, parce que vous parlez de marque, mais une campagne de communication, c'est de la lier à des émotions. Si vous la liez à des émotions, et plus l'émotion est forte, plus elle est mémorisée. Et même vous, d'ailleurs, nous tous, on mémorise, si vous voulez, on mémorise définitivement, on se rappelle de choses qui ont été les plus émotives. Ce qui fait que si vous voulez vendre, vaut mieux vendre en jouant, alors ça dépend en plus de quel public on vise, mais pour les ados c'est particulièrement important, parce que les ados ont un cerveau essentiellement émotif, puisqu'il n'est pas complètement formé, mais plus on veut vendre quelque chose, on veut faire mémoriser par exemple une annonce publicitaire, plus il faut jouer les émotions plutôt que sur des côtés de rationnel. À moins qu'on vise un truc immédiat. De temps en temps, le rationnel est important, je fais la baisse de prix de moins 30% pendant le truc. Vous venez chez Marionneau pour la Saint-Valentin aujourd'hui, vous pouvez avoir 30% de réduction. Bon, ça peut être. Et si on veut mémoriser à plus long terme, c'est de jouer sur les émotions. D'où, par exemple, le passage des marques. Maintenant, on dit, tout le monde essaie de se créer une marque sensorielle. C'est-à-dire qu'on ait une vraie marque, ce n'est pas quelque chose qui va vous donner une idée de qualité pour le produit, mais c'est quelque chose où on a envie de faire aimer la marque, aimer les gens qui aiment cette marque. Un bel exemple de votre ordinateur. Aimer les gens qui aiment cette marque, être des ambassadeurs de cette marque, parce que vouloir ça au détriment de tous les autres. Être prêt même à collectionner cette marque. Hermès, collectionner. C'est-à-dire que c'est voilà, au-delà d'une marque sensorielle, il y a des produits qui vont au-delà de marque, ça devient des œuvres d'art. Oui. Ça devient des petites œuvres d'art, au moins des œuvres de collection. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'on va vouloir une marque qui touche davantage votre côté émotif que votre côté rationnel, qui dit je vais acheter ça parce que c'est de bonne qualité, c'est de meilleure qualité qu'un autre ordinateur. Je vais absolument acheter un iPhone parce que c'est bien, c'est tout un ensemble de choses. Et donc ça veut dire que les gens qui créent ces marques, si on va aller jusqu'aux émotions, c'est des gens qui ne sont pas n'importe qui. Ils créent ces marques parce qu'ils ont voulu que le monde ensemble communique, qu'ils ont voulu faire un apport important par rapport à la société, changer le mental, etc. Donc c'est vrai que l'émotion est devenue, et on s'en rend compte qu'on a commencé à écrire les bouquins en disant que l'émotion est plus importante dans le marketing que le raisonnement. On avait des idées complètement en disant mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc les études classiques ça suffit, c'est pas la peine de. Quand on dit que les études sont incompétentes pour répondre à un truc, il faut faire d'autres types d'études. Alors c'est vrai que le data mining pose moins de problèmes, mais ce qui lance le problème, c'est que le data mining c'est vachement intéressant en théorie, mais on s'engouffre dans les chiffres. Vous êtes ingénieur. Vous voyez que le problème, c'est qu'on crée des usines à gaz très très vite. Alors que si on regarde sur le cerveau, avec 15-20 personnes, on arrive, parce que tout le monde a à peu près le cerveau qui fonctionne de la même façon. Mais on arrive quand même à avoir des éléments importants. Par exemple, ce qu'on va essayer de voir sur le cerveau, par exemple sur une marque, c'est si la marque crée ou non de l'émotion, parce qu'on va faire notre marque, et puis ce qu'on est en train de raconter sur la marque, la communication, est-ce qu'elle me crée de l'émotion? Est-ce qu'on va savoir en regardant ce qui se passe dans le cerveau, est-ce qu'elle me crée ou pas de l'émotion? Est-ce que je la mémorise ou pas? Est-ce qu'elle me donne envie d'acheter? On voit qu'il y a un endroit, c'est-à-dire qu'elle va créer un hormone de la dopamine qui va donner envie d'acheter. Donc est-ce que je la mémorise? On va voir tout un ensemble de choses qui sont des données purement émotives qu'on va voir avec les outils que l'on utilise, l'IRM ou d'autres types d'outils plus simples. Quelqu'un a interrogé, si vous ne l'avez pas vu, c'est
comment il s'appelle, Eric Singler, je crois, de BVA. D'accord. Très intéressant. En plus, c'est un garçon qui est très sympathique. De BVA. Je donnerai son. Et il a surtout, il a une chose qu'il a à visiter, c'est qu'il a créé une supérette artificielle. D'accord. Dans lequel il va pouvoir tester les produits. Donc on a l'impression de rentrer dans un Franprix. Il y a tout un ensemble de produits, mais en fait c'est des produits qu'il a, mais il va pouvoir tester des nouveaux produits. Et il va faire à la fois de l'eye tracking, c'est-à-dire qu'il va regarder un peu ce que regardent les gens sur ces produits. Puisqu'il va mettre des trucs, on va faire circuler les gens dans le magasin, on va regarder ce qu'ils regardent dans le truc, sur les produits, les autres produits, etc. Donc il a aussi une supérette artificielle. D'accord. Dans lequel il peut mettre toutes les méthodologies. Et les gens ne savent pas, ils ont l'impression, les gens, de venir dans une supérette. Et on leur dit, voilà, on voudrait que vous achetiez tel produit, tel truc, que vous regardiez. On va regarder comment ils comparent, on va regarder même, on va regarder ce qu'ils font dans une supérette, la façon dont ils se comportent. Eric Sinclair, c'est Eric Sinclair, je vous donnerai. Il est intéressant, en plus, c'est quelqu'un qui est charmant et il a fait plusieurs supérettes aussi à l'internationalement, il n'est pas toujours là, mais s'il est là, c'est intéressant. Il en a une qui doit être boulevard Haussmann, qui est sur Paris, donc il a Oui, ça c'est quelque chose de privé, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent vraiment dans le cadre de leurs études BVA. Ah, c'est les études BVA, ils font des études à partir ils testent à partir de ce côté artificiel. Voilà. D'accord. Donc on a l'impression d'être un Franprix, mais ils vont mettre des produits qui seront à tester. On va leur demander par exemple à la ménagère d'acheter tel type de produit. On va lui dire, donc on va lui mettre un appareil pour voir ce qu'elle regarde, donc on va lui dire on va acheter des. Et puis on va voir comment elle le compare avec d'autres produits. On ne va pas lui dire pourquoi, on va lui dire voilà, dans votre panier, il faudrait acheter ça, ce type de produit. Alors des fois on peut dire acheter des lessives ou on voudrait que vous achetiez des Ariel et on voit comment elle va comparer. Mais le problème fondamental, c'est que les études traditionnelles sont insuffisantes parce que les gens disent, dans certains domaines, hein, pas dans tout, dans certains domaines c'est absolument suffisant. Ce qui fait que un certain nombre de cabinets commencent à se transformer, à introduire des études de neuromarketing. Ouais. Je crois qu'Ipsos a créé une branche, BVA ils ne veulent pas utiliser ni l'IRM, mais ils ne voulaient pas utiliser l'IRM parce qu'ils peuvent l'utiliser dans leur filiale à l'étranger, ça ne pose aucun problème, mais ils ont quelques problèmes pour utiliser l'IRM. Bon, ils donnaient un truc un peu fallacieux, mais c'est un argument qui était assez intéressant, que m'a dit Sagla. Il dit on hésite parce que quand on utilise l'IRM, naturellement on voit le cerveau, on voit la formation du cerveau. Si on détecte un cancer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on ne le dit pas? Où est notre responsabilité? Je ne suis pas sûr que d'ailleurs quand on vit certains trucs, on peut détecter certaines autres choses, mais je ne suis pas sûr. Mais bon, j'en sais rien, mais il se faisait beaucoup de problèmes. Mais c'est comme ça d'ailleurs que David Servan-Schreiber, qui était un des grands neurologues, a découvert qu'il avait un cancer, parce qu'un de ses copains lui a dit tiens, on va essayer de faire un IRM pour voir ton cerveau. Et c'est comme ça qu'il a découvert qu'il avait un cancer du cerveau. Oui, totalement. Et ça, vous avez... comment dire, il y a un cadre éthique qui a été posé par rapport à ça? Non, il n'y a pas de cadre qui réponde aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils le disent. Aux États-Unis, à mon avis, s'ils le découvrent, c'est rarissime de découvrir. Oui, c'est sûr. Ouais. À mon avis, aux États-Unis, ils doivent le dire. Parce qu'on n'a pas la même notion du cancer, de la mort, etc. Et ils sont plus francs. Ils ne vont pas dire que tu as un cancer, ils vont dire tu devrais revoir, tu devrais faire une étude approfondie. Là, il y a un petit signe, ils vont dire ce que font. Mais ça arrive des fois. Moi, j'ai un ami qui faisait du cyclisme, il s'est cassé les côtes. Quand on a fait les côtes, ils ont vu qu'il y avait des taches sur les reins. Donc, on dit tu peux regarder sur les taches des reins, et puis c'est un cancer du rein, mais ça aurait pu être autre chose. Ouais. On ne va pas lui dire carrément tu as un cancer de truc. D'ailleurs, c'est pas évident de le voir si c'est un cancer, parce que ça peut être une autre tumeur qui n'est pas cancéreuse. À l'IRM, on ne voit pas si c'est un cancer. On voit que c'est une tumeur, mais elle peut ne pas être cancéreuse. Après, il faut faire des biopsies, etc. Mais on va pouvoir lui dire, tiens, il
Il y a un truc un peu bizarre dans ton cerveau. Est-ce que, pas bizarre, mais tu devrais quand même faire une étude plus approfondie. On est dans la même position qu'un médecin qui recherche quelque chose et qui retrouve quelque chose d'autre dans l'imagerie. Ouais. Donc là, à partir de ça, c'est là où on a toutes ces nouvelles techniques qui se développent. Alors, Survey Magazine, c'est un bouquin qui est presque une revue qui est presque consacrée à ça. C'est-à-dire tout ce qu'il y a technique, nouvelles techniques. D'accord. Avec Anson, on leur a fait 3 articles. On a fait un article sur l'intelligence artificielle, on en a fait un sur les marques sensorielles, non pas sur les marques sensorielles, sur comment rendre l'Internet sensoriel. Et puis on en a fait une autre sur un peu l'apport des neurosciences en général. Mais ça vous intéresse, je vous les donnerai, je les ai en... Ouais, c'est gentil. Je les communiquerai. Ouais, si ça m'intéresse. Je les ai sur ma clé USB, je vous les donnerai tout à l'heure. D'accord. C'est 3... On a fait 3 articles là-dessus dans Survey parce que c'est lu par les gens qui s'intéressent pas mal à ça. Ouais. D'accord. Et sur l'intelligence artificielle, c'est un article interview en fait. J'ai fait l'article, mais je l'ai mis sous la forme d'interview parce qu'au départ, je vais faire une interview, puis après, je me suis dit, ça intéresse un peu pour expliquer aux gens ce que c'est que l'intelligence artificielle, les différents domaines de l'intelligence artificielle. Ouais. Et donc par rapport, est-ce que vous avez vous un avis sur des technologies qu'on utilise justement pour essayer de mesurer, de capter cette émotion, qui sont peut-être meilleures que d'autres, ou enfin je sais pas, quel est votre avis sur la question, sur ces technologies? Les technologies, elles sont plus ou moins sophistiquées. Déjà, mais plus ou moins précises, plus ou moins sophistiquées, plus ou moins coûteuses. Donc ça dépend de son budget, plus ou moins artificiel. La plus sophistiquée, c'est l'IRM. Parce que l'IRM, c'est ce qu'on voit le mieux, le cerveau, parce que cette démentation, on voit très bien ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Et on peut voir, par exemple, quand ils utilisent l'IRM pour voir ce qui se passe en communication, on va voir comment les gens perçoivent. Donc, par exemple, si je mets une image, un film, je vais regarder la première minute, la deuxième, la troisième minute, jusqu'à la fin. Je vais regarder à la fois si ça intéresse, si ça crée de l'émotion ou pas. Si on mémorise différentes choses. Donc je vais voir à chaque fois un peu ce qui fait qu'après je peux dire il faut supprimer ce passage parce que ce passage ne crée pas d'émotion, il ne donne pas envie d'acheter. Ou votre film ça crée de l'émotion mais ça ne donne pas envie d'acheter. Parce que ça ne crée pas de la dopamine. Donc l'IRM c'est le plus sophistiqué. Parce qu'on voit le plus de choses. C'est là où on voit le plus de choses. C'est le plus artificiel aussi. Ouais. Parce qu'on fait que sur des gens qui sont volontaires, donc des cobayes en général qu'on paye. Ouais. Mais l'IRM vous montre que le cerveau voit les choses avant que votre pensée le détermine. C'est-à-dire que j'ai vu des films donc, sur l'IRM ou des expériences. J'ai vu pour une fille dont on lui demandait un choix d'un sac. Donc on passait la personne sous l'IRM, on lui montrait les différents sacs. On voyait ce que ça donnait sur le cerveau, et à la fin, quand elle sort sans qu'elle ait jamais donné son opinion, on lui dit voilà, vous préférez tel et tel sac pour telle et telle raison. C'est-à-dire que l'IRM est capable de déceler les parties du cerveau qui aiment pas, qui ont envie d'acheter, etc., puisque c'est dans les parties du cerveau qui correspondent à l'opinion que vous avez sans que vous l'avez formulée. Et bon, après, elle disait, oui, c'est vrai, mais comment vous savez ça en général? Parce que j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais on a véritablement vu ce qui se passait. Donc c'est le plus sophistiqué. C'est utilisé encore un peu partout, mais on est des cobayes, c'est artificiel. C'est pas très très pratique. Vous rentrez dans un tube, faut pas être claustrophobe. Ça fait un bruit infernal. Par contre, on peut montrer des images, des films sous IRM. Sous l'IRM, vous pouvez le voir. D'accord, c'est-à-dire on met un casque et... On met un casque, vous voyez, sous le truc. Alors, par contre, il ne faut pas avoir des boucles d'oreilles ou une broche quelque part. Parce que ça, vous giclez dans l'IRM. Alors, on ne le fait pas si vous avez des broches métalliques. Parce que je crois que c'est 3 millions de fois quelque chose de l'attraction terrestre. Donc...
je veux dire que c'est quelque chose, c'est vraiment... Sinon, c'est complètement inoffensif, hein, puisqu'on fait de l'aimantation, c'est de l'aimantation des atomes. En gros, on sait quand vous pensez à quelque chose, vous avez plus de sang qui va vers cette partie du cerveau qui travaille. Cette partie du sang a des atomes d'hydrogène et d'oxygène qui vont circuler très très vite. Et en fait, l'ordinateur capte cette force de circulation, après le retransmet sur la partie du cerveau. Donc on va me dire, eh ben, par rapport à ce que vous voyez, là, cette stimulation, ben, c'est la partie qui mémorise, qui est en train, on s'aperçoit que celui-là qui mémorise ou qui reconnaît, tout ça, votre cerveau est divisé en des centaines d'endroits, et on peut dire, ben voilà, ça travaille, donc voilà ce que ce que pense le cerveau. Donc c'est très très sophistiqué, hein, c'est assez complexe, on voit pas mal de choses, mais c'est pas très pratique et c'est très cher. Oui, il faut vraiment un spécialiste, un médecin qui soit spécialisé pour étudier ensuite. Il faut des médecins spécialisés, et vous les utilisez par contre si vous faites une campagne de communication internationale, puisque les cerveaux sont quand même assez voisins. Hein. Vous faites une campagne de communication internationale, c'est sûr que les budgets sont tels que les erreurs, ça permet d'avoir, donc Neurofocus, toutes les grosses sociétés travaillent, que ce soit Google, Apple, mais même tout ce qui est Unilever, tout ça fait des études à l'IRM. Oui, LVMH le font aussi avec Nielsen. Vous savez regarder un peu toutes, je me rappelle, parce qu'en général, les consultants vous disent c'est confidentiel. Et il y avait un film qui a été fait justement sur l'utilisation en Angleterre de l'IRM, etc. Donc, on avait le professeur qui expliquait, puis il y a souvent un professeur et un responsable de marketing qui travaillaient ensemble. C'était le professeur qui allait dire ce qu'il voyait. Et il dit c'est confidentiel, et naturellement le journaliste qui prenait en photo, il y avait toutes les publicités derrière lui des boîtes avec qui il travaillait. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que dans le film, ils ont balancé je ne sais pas combien de clients, parce que derrière lui, dans son bureau, il avait toutes les publicités forcées que le journaliste, bien discrètement, ils ont pris tout en photo, là, tout en photo. Donc c'est passé à la télé et tout. Donc on peut dire, ben voilà, mais on s'aperçoit que toutes les grosses boîtes internationales utilisent pratiquement l'IRM. Alors, il faut savoir que les spécialistes, le plus gros spécialiste mondial, c'est Neurofocus. Il y en a beaucoup, hein, de boîtes qui font. Il a été racheté par Nielsen, ce qui veut dire que quand même que les grosses boîtes d'études internationales s'intéressaient à ça, puisqu'ils ont racheté il y a 4-5 ans. Ils ont racheté maintenant, ils utilisent un autre procédé qui est l'électroencéphalographie. Alors l'électroencéphalographie c'est moins précis, mais alors là c'est l'étude du rayonnement du cerveau, puisque quand vous soumez à des trucs, il y a un certain rayonnement aussi, donc ça capte le rayonnement du cerveau. Donc c'est un appareil que vous avez sur la tête. Alors il y en a que vous voyez si vous regardez sur Google, il y a plein de capteurs, mais l'appareil le plus esthétique qu'a fait Neurofocus s'appelle Mind d'ailleurs. Et c'est très esthétique, il est assez esthétique. Hein. Vous voyez d'ailleurs, vous tapez Mind, il est très esthétique, donc il va capter assez bien les réactions du cerveau. Il a un gros avantage, c'est que d'abord, il n'y a pas tout le côté, n'importe qui peut, c'est un casque, n'importe qui peut le porter, et puis vous pouvez le porter dans un magasin, etc. On peut voir un peu ce que vous voyez, donc on peut circuler avec cet appareil dans le magasin. Donc ce qui veut que c'est pratiquement, j'en sais rien, il faudrait voir, mais le plus utilisé. D'accord. Notamment dans la grande distribution, pour voir les packaging, tout ce que... C'est le plus utilisé pratiquement, c'est dans les sophistiqués. D'accord. Alors après, vous avez d'autres types d'études beaucoup moins... Je trouve plutôt, par exemple, BBA utilise un couplage entre l'eye tracking. D'accord. On regarde ce que vous regardez et de la télémétrie. La télémétrie, alors, ces avantages, les deux, la EEG, etc., vont aller très profondément dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vous dire si vous avez envie d'en jeter, etc. La télémétrie, ça va simplement vous dire que ce que vous regardez, ça vous crée de l'émotion, ça ne vous crée pas d'émotion. D'accord. Et ça n'explique pas le détail. D'accord. Par contre, c'est important, ça peut être important de voir, par exemple dans une publicité qu'on vous montre,
si ce que vous voyez, ça vous crée au nom de l'émotion. Donc on vous met des capteurs, soit de poules, soit sur différentes choses, soit de l'analyse faciale. Vous avez un metteur en scène, un réalisateur de cinéma qui est James Cameron, qui utilise beaucoup, qui est un très fanat des technologies des neurosciences. Et il a utilisé par exemple des procédés assez simples, c'est dans. Comment ça s'appelle son film? Je fais un trou de mémoire. Titanic, non. Oui, Avatar. c'est ça, Titanic. Ouais. Alors, dans Avatar, Titanic, le problème de Titanic, c'est comment rendre passionnant un film dont tout le monde connaît la fin. Ce qui n'était pas évident. Donc il a travaillé beaucoup avec des cogniticiens, donc des spécialistes qui leur ont dit c'est pas grave de rendre passionnant, on peut rendre passionnant, mais il ne faut pas rendre passionnant, il ne faut pas que les gens attendent la fin, il faut que les gens qui ont fait la première scène attendent la deuxième scène. Donc il faut une corrélation entre le premier, le deuxième, le troisième, etc. Donc il faut séquencer votre film pour que les gens attendent avec des règles d'ergonomie cognitive qui sont des règles qu'on sait très bien que si on veut vous créer de l'attention, c'est par exemple de vous mettre vous en avant sur le personnage. Vous savez ce qui va lui arriver, vous en doutez, mais lui il ne le sait pas encore. Vous avez vachement envie d'attendre la prochaine scène. Donc il y a une cinquantaine de règles cognitives comme ça qui font qu'on ergonomise. Par exemple, des bouquins sont très ergonomisés. Je ne sais pas si vous avez lu des bouquins de Ken Follett, par exemple. Non. Vous lisez Les Piliers de la Terre et tout ça, ça fait 800 ou 900 pages. Une fois que vous êtes dans le bouquin, c'est très difficile de le lâcher. Donc il a fait, alors c'est ergonomisé, il l'a fait de façon à ce que le chapitre vous amène sur le deuxième, vous avez envie de continuer à lire. Donc pour ça c'est bien fait. Donc ils ont séquencé les différentes parties, donc souvent avec plusieurs intervenants qui jouent, c'est-à-dire qui se lancent sur une partie, sur l'autre, où on attend les plusieurs parties, pour finalement arriver à la fin, où tout le monde connaît la fin, mais on s'en fout, on a été intéressé par les autres parties. Il a fait un film de je ne sais pas combien d'heures. Mais pour passer d'une partie à l'autre, il fallait que ça crée suffisamment d'émotion pour que la partie soit forte. Plus elle vous crée de l'émotion, plus vous avez envie de continuer. Et pour ça, ils ont fait des tests de spectateurs qui passaient à. Comment ça s'appelle, de la photo du visage, et notamment de l'eye tracking, mais surtout de l'œil. Regardez, c'est de la lacrymalisation ou de l'humidification de l'œil. Parce que quand vous avez un certain niveau d'émotion, vous commencez à avoir votre œil qui commence à avoir un peu. Qui mouille peu à peu, jusqu'au moment où vous chialez comme une madeleine. Là, c'est vraiment de l'émotion. Donc, tant que cette face n'arrivait pas à avoir un taux d'humidification suffisant, donc qui montrait l'émotion, ils remettaient des critères d'ergonomie pour créer de l'émotion. Alors, on allait créer de l'émotion, on sait aussi comment créer de l'émotion. Donc, ils rajoutaient des choses, et en même temps pour passer aux autres trucs. Donc il a beaucoup travaillé avec des cogniticiens qui sont des spécialistes, très intéressants, qui savent le fonctionnement du cerveau et comment créer de l'émotion au cerveau. D'accord. Ce sont des spécialistes qui vont donner des informations au cerveau qui créent de l'émotion. C'est drôle. On peut donner des fausses informations au cerveau. Alors que rationnellement, j'ai vu travailler mon premier co-auteur, là. Je l'ai vu travailler, par exemple, comme il faisait du conseil pour une grande surface, du style Leclerc, etc. Mais maintenant, je n'en sais rien, mais c'est ce type de grande surface. Et le directeur de la grande surface dit, le problème qu'on a, c'est que notre rayon de poisson, il ne se vend pas. Pourtant, on a des poissons qui sont de bonne qualité, ça ne se vend pas. Et alors, ils ont fait une étude classique, demandé aux gens pourquoi ça ne se vendait pas, et les gens disaient parce que c'est pas frais. On peut pas avoir des rayons, ça ne peut pas être frais le poisson, comme chez un poissonnier, etc. C'est moins cher, mais c'est pas frais. Très bien. Donc les cogniticiens ont dit c'est pas grave, on va vous rendre vos poissons frais. Et ce qu'ils ont fait, c'est que sur le rayon poisson, ils ont mis des bruits de mouettes et une odeur de marée. Bon. Alors, je vais me dire que la réaction du responsable du supermarché était qu'est-ce que c'est que cette grosse connerie. 3 mois après, ils augmentaient de 30% le chiffre d'affaires du
du rayon. Je veux dire que dans un supermarché, quand on dépasse les 5% d'augmentation du chiffre d'affaires, on est content, hein, parce que c'est quand même la meilleure. 30% de trucs au bout de 3 mois. Ils ont été jusqu'à 50% d'augmentation. Après, ils ont fait des études, et les gens leur disaient dans les études, oui, on vient acheter ici spécialement, chez Carrefour, chez Leclerc, dans cette rayon, parce que c'est aussi frais que chez les poissonniers. Alors que vous voyez que la seule chose qui changeait par rapport à l'autre, alors tu vois là, le poisson était frais, mais c'était comme le même avant, il a toujours été. De toute façon, dans ces grandes surfaces, ils changent tous les jours, le poisson, ils l'ont relativement frais. Mais que c'est quand même deux choses qui peuvent être complètement irrationnelles, du bruit de mouette et une odeur de marée. Si vous réfléchissez, vous ne pouvez pas avoir une grande surface, entendre des bruits de mouette et avoir une odeur de marée. Mais il n'empêche que votre cerveau, vous communiquez ça, donc vous créez cette émotion, et va vous créer l'émotion en disant bah oui, c'est plus frais. C'est fou, ouais. Vous voyez que la rationalité et l'émotion. Ouais. Et donc on va faire acheter et on va se retrouver, alors quand ils se retrouvent avec 50% d'augmentation, là ils ont commencé à le savoir. Ce qui fait que beaucoup de grandes surfaces jouent sur les émotions à travers les odeurs qui vous communiquent quelque chose. Ouais. Par exemple, chez Boulanger, à un moment donné, le rayon des machines à laver, il mettait de l'odeur du linge propre. Et ça augmentait le chiffre d'affaires. Alors bien que c'est assez marrant, parce que quand vous interviewez les gens de Boulanger, ils disent non, on ne fait pas du tout de neuromarketing. Il y a tout un film qui a été fait sur eux. Ce que je leur ai dit, si vous voulez, je vais vous montrer le film qu'il y a eu chez vous sur tout ce que vous faites, avec du gazon frais. Oui, mais on ne fait plus. Ils avaient mis du gazon frais pour la Coupe de Monde de football, et ça augmenterait la vente des télévisions. Rien que de l'odeur, parce que l'odeur va vous créer une sensation à votre cerveau. C'est fou ça, ouais. C'est pour ça qu'on va faire du marketing sensoriel. Parce que les sens ont une communication directe avec votre cerveau qui ne passe pas par le raisonnement. Donc, Cameron a fait ça. Alors, Avatar, c'était autre chose, parce qu'Avatar, il y avait une grosse préoccupation, c'est comment rendre sensoriel et surtout sexy un monstre. Parce que c'est bien beau, mais pour que ce soit crédible, il fallait que cette femme avec ce monstre, puisque cette personne avec une grande queue toute bleue, etc., soit quand même sexy. Parce que sinon, les spectateurs n'adhéraient pas. Oui, il y a l'histoire. Ouais, donc, qu'est-ce qu'il faut garder dans un monstre, une femme, pour qu'elle soit sexy? Qu'est-ce qui est important, ce qui n'est pas important? Ils ont passé 3 mois là-dessus, avec des coditiciens, à essayer de travailler ce qui était... Et la femme, et c'est vrai qu'elle est assez attirante tout en étant toute bleue avec une grande queue, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'on a dans nos marqueurs somatiques? Ça, en fait, ça s'appelle les marqueurs dans notre mémoire, quelque chose qui fait que depuis des siècles, il y a quelque chose d'attirant chez une femme. Puisque là, c'était une femme. Alors, ils auraient pu faire la même chose chez l'homme, mais c'était pas lui qui était concerné dans le cas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va être attiré? Donc il y a différents types. Alors il y a d'autres choses qu'ils pratiquent en Belgique qui font aussi de la sécrétion hormonale. D'accord. Parce que en fait notre corps humain, c'est qu'une usine chimique. On n'est qu'une usine chimique. Si vous êtes de bonne humeur, c'est parce que vous sécrétez, il doit sécréter des endorphines. Si vous sécrétez trop de dopamine pour un truc qu'on vous donne, vous allez avoir envie d'acheter. C'est le cas des soldes, par exemple. Si vous sécrétez de la dopamine, achetez n'importe quoi, vous avez envie d'acheter. Si vous sécrétez trop de cortisol, vous allez être stressé. Donc en fonction de votre taux de sécrétion d'hormones, on peut effectivement, si vous sécrétez des estrogènes, vous allez avoir de l'amour plutôt... de l'amour sentimental. La testostérone, c'est l'amour physique. Donc, on peut voir à travers votre sécrétion d'hormones un petit peu ce que vous ressentez ou ce que vous pouvez faire. Donc, alors le problème, c'est que c'est assez... Certaines hormones se sécrètent dans les urines, d'autres dans les sangs, d'autres dans la salive. Donc, c'est pas très facile à mener comme truc. Mais par exemple, en Belgique, ils l'utilisaient par exemple pour la sélection des vendeurs, parce que le vendeur vous des métiers à stress.
Et il voulait savoir si le stress, par exemple dans des situations de stress, vous allez sécréter trop de cortisone qui vous met dans une situation dépressive. D'accord. Donc si vous êtes résistant au non-stress, de façon à ne pas pouvoir mettre des gens dans des situations de stress qui n'ont pas la capacité à résister au stress, à bien supporter le stress. Donc ça, on le voit à travers la sécrétion hormonale. D'accord. C'est la cortisol, vous avez dit comment ça Le cortisol, ça vous donne cortisol. du stress. D'accord. Vous avez une trop forte sécrétion de cortisol. D'accord. Bon, vous avez c'est ce qu'on appelle des hormones, des neurotransmetteurs, en fait, puisque vos neurones communiquent entre eux, et communiquent par de l'énergie électrique. Simplement, à un moment donné, comme pour communiquer d'un neurone à l'autre, il faut passer entre les deux neurones, ça s'appelle les synapses. Et vous qui êtes ingénieur, et à ce moment-là, pour passer les neurones, il faut que l'énergie électrique se transforme en énergie chimique. Ouais. Et c'est ça qui vous crée les neurotransmetteurs qu'on va coller, qui va être le cortisol, qui va être la chimie, qui va être la substance chimique. Après, ça va être retransformé en substance électrique, enfin, en énergie électrique, une fois qu'il aura passé le neurone. Et vous avez 100 000 neurones qui communiquent, qui peuvent se connecter à 100 000 autres neurones. Donc c'est très compliqué le corps humain. Ouais. Mais si vous voulez, si vous avez un dérèglement hormonal, ça vous crée. Souvent, on soigne certaines maladies en rééquilibrant les hormones. Parce que c'est un dérèglement très important hormonal. Par exemple, la dépression est souvent un dérèglement hormonal qui vient qu'on a trop de cortisol, donc on est trop stressé, etc. D'accord. Donc en regardant votre taux d'hormones, on peut l'avoir. Donc ça se fait, c'est pas très pratiqué, mais ça existe aussi. Ça peut exister, sinon, les grands trucs, c'est l'IRM, l'EEG, la télémétrie, puis après le prise de pouls avec les tracking. Oui. Il y a une autre... Oui, c'est corrélé, c'est-à-dire que... Corrélé, on corrèle les deux. On corrèle les deux, c'est le plus simple, là, c'est le moins cher aussi. Le plus simple, c'est que on corrèle les deux, on regarde ce que vous regardez dans le truc, on s'aperçoit, qu'est-ce qu'on regarde dans le personnage. Alors après, ça permet de donner des idées, par exemple, maintenant sur même des sites internet, on s'aperçoit par exemple que l'inconvénient de l'internet, c'est qu'il manque de plusieurs choses qui sont quelque chose qui vous crée des émotions. C'est le toucher, on ne peut pas toucher. Alors c'est très important de sentir. Et puis on a la voix et on a la vue naturellement qui est très important. On a la voix mais on ne peut pas sentir non plus. Pour certains produits, la sensation de sentir. Donc c'est comment de vous recréer des émotions, de vous recréer ça artificiellement dans l'intérieur. Et toutes les sociétés d'internet dépensent des fortunes pour essayer de recréer du sensoriel, d'être plus sensoriel. Mais par exemple, il s'était aperçu, en regardant avec de l'eye tracking, que par exemple, quand on vous montre un bébé qui a un produit dans les mains, on regarde le produit, on regarde le bébé, pardon. D'accord. Alors le bébé, c'est imparable. Sur Internet, si vous voulez faire ouvrir le site, c'est le bébé, un visage d'abord, plus que du texte, un visage de bébé. Automatiquement, c'est ce qui va créer de l'émotion, ce qui crée le plus d'émotion, un bébé. Donc le bébé, on regarde le bébé. Si le bébé regarde un produit, vous regardez le produit. C'est vrai. Donc on va reconcevoir naturellement son site en fonction de ce qu'on a envie de faire regarder. Mais il va falloir que pour faire regarder le produit, il ne faut pas prendre le bébé qui tient le produit, mais le bébé qui regarde le produit. Alors c'est pour ça que l'appel à des cogniticiens sont importants. C'est comme des spécialistes de marketing, eux ils savent ça. Donc c'est même pas besoin d'avoir, des fois vous pouvez faire des études en neurosciences et marketing ou neuromarketing sans IRM, sans un truc, avec des spécialistes qui vont vous dire non, je suis désolé, ton truc est mal placé, c'est pas ça, il faut faire ça, ou ton étiquette ne va pas du tout, parce que ce qu'on regarde, c'est des visages plus importants que ce que l'on dit. Si tu veux par exemple montrer du jus d'orange, il ne faut pas montrer du jus d'orange, mais il faut montrer des oranges, des orangers, différentes choses. Donc ils vont savoir ce qui va vous créer de l'émotion, ou même dans les textes, si vous voulez.
des fois dans les avions, on disait est-ce que vous voulez de la viande ou du poisson? Bon, ça ne crée pas de l'émotion. Est-ce que vous voulez on a notre faux filet de l'Aubrac, où on a notre fameuse perche armoricaine pêchée dans des trucs naturels qui vient pas d'élevage, pêche naturelle, etc. Donc toutes les formulations peuvent être créées ou non pour vous créer de l'émotion. Et donc les techniques, elles permettent de voir. Ça ne vous donne pas des décisions. Et c'est là où il y a déjà un grand débat éthique. C'est après tout, c'est difficile de reprocher à des gens de connaître plus approfondément comment fonctionne le cerveau, ce que pensent les cerveaux. Bon, on peut le reprocher, c'est vrai, mais c'est difficile, c'est une technique qui existe. Et si on veut vraiment savoir ce que vous pensez, vous utilisez les techniques qui vous permettent de savoir ce que vous pensez. Après tout, vous ne pouvez pas être ces techniques qui existent. Sinon, comme on dit souvent, le marketing, c'est fait pour vendre des produits. C'est pas fait pour faire de trucs. Sinon, il faut mettre des produits gris sur des étalages gris, de tout. On fait des moments, on dit souvent le subliminal, le danger du subliminal. Mais si vous voulez créer de l'émotion, le premier subliminal que vous avez, c'est le sourire des personnes. La force du sourire. C'est très subliminal. Et vous avez des choses comme ça qui pourraient être particulièrement importantes. Est-ce qu'il faut interdire aux gens de sourire? Non, mais c'est vrai. On va très loin parce qu'il faut interdire aux gens de sourire. Moi, comme dit, il faut interdire l'IRM. En général, les gens ne sont pas préparés. Souvent, c'est les médecins, quand il y a des interviews à la télévision. Je dis, oui, mais pourquoi pas interdire l'IRM? Pourquoi effet de précaution? Tout le monde demande la démo. Il faut faire de la démocratie. On ne sait pas ce que c'est, l'effet de précaution. Ça peut aller. Non, on raconte maintenant, on raconte du journalistique comme ça. Puis on se glose de mêmes termes et tout le monde. Faut faire c'est pas démocrate, etc. C'est populiste, on a des mots qu'on utilise comme ça. D'ailleurs, on demande aux gens de le définir, etc. C'est comme quand on vous demande si vous croyez en Dieu, c'est ridicule. Comme disait Einstein, définissez-moi ce que vous entendez par Dieu, après je vous dirai si j'y crois ou si j'y crois pas. Mais bon, on se glose de pas mal de termes comme ça. Donc moi, ce qui arrive souvent, c'est qu'il faut interdire l'IRM, oui, parce que l'effet de précaution, puis on n'en a pas assez, etc. Et puis ça peut être dangereux, tout ça. Alors je dis, bon, écoutez, l'IRM jusqu'ici, vous êtes les premiers à dire que c'est pas dangereux. C'est pas agréable, mais c'est pas dangereux, ça ne fait pas de mal comme le rayon. Et vous faites même passer de l'IRM pour éviter de faire passer du scan. Parce que le scan, vous envoyez des rayons. Tous vos médecins vous disent, à moins d'être très pressé, vous pouvez passer un IRM qu'un scan. Vous n'allez pas prendre tant de rayons, il faut même tout ce que vous prenez dans le rayon dans le corps quand vous passez un scan. Bon, très bien. Si vous dites que c'est pas dangereux jusqu'ici, ça a tué personne, ça ne fait aucun mal. Maintenant, regardons l'Internet. Alors l'Internet, vous avez d'abord les addictions, qui ont tué des gens, tout ça. Vous avez les suicides collectifs, vous avez l'anorexie, vous avez des trucs, on peut dire que l'Internet a tué. Alors, est-ce que vous allez avoir le courage de demander d'interdire l'Internet? Parce que là, en effet de précaution, vous pouvez y aller. Là ça fait des dégâts, l'Internet. C'est une technique, elle existe. Une fois qu'elle existe, c'est fini. Les gens vont l'utiliser. Après, c'est de savoir pour quel but ils l'utilisent. On fait des études sur la transmission de l'ADN. Alors, est-ce qu'il faut... Ça existe, le clonage. Est-ce qu'il faut l'utiliser ou non? Est-ce qu'il y a des lois qui permettent de l'utiliser pour faire des chiens, mais pourquoi pas des personnes après? Alors, 100 000 €, vous clonez votre chien ou votre chat en Corée. Donc, il paraît qu'il n'a pas le même caractère. Il a exactement les mêmes trucs, mais il n'a pas le même caractère. Vous clonez 100 000 €, ça vous coûte. Et c'est les Coréens sont moi, je soupçonne que les Coréens et les Chinois ont déjà fait des études sur les humains, parce que bon, c'est pas déclaré, c'est confidentiel, mais ça m'étonnerait bien qu'ils ne l'aient pas fait, parce qu'ils n'ont pas les mêmes notions de moralité qu'en Europe, où il y a quand même encore des notions religieuses, etc. Il y a des freins, il y a des trucs. Les Chinois, c'est moins, c'est 50 ans de communisme, c'est vraiment la réussite. Enfin, c'est très. Leur cerveau
fonctionnent un petit peu différemment. Mais bon, ceci étant, moi je leur dis, est-ce que vous demandez d'interdire, il serait plus logique, vous demandez d'interdire. Est-ce que vous avez là, vous avez tout un public qui vous écoute à la télé, est-ce que vous allez demander? Ça serait beaucoup plus logique. Alors là, en général, il ne sait pas quoi dire, le type, sauf il est préparé, sauf... parce qu'on veut, on veut interdire. Alors, les études, c'est les études. Alors, on les fait pas, mais je ne vois pas pourquoi on interdit l'IRM en France pour d'autres types d'études. Bon, et c'est très discutable, mais à la limite, on peut avoir une défense. Après, ce qui est important au point de vue déontologique éthique, c'est pourquoi on l'étudie. Si on étudie pour manipuler les gens, là, c'est répréhensible. Ou si vous utilisez du sensoriel pour manipuler, si vous avez des bananes qui sont manifestement, qui n'ont aucun goût, et qui ont intérêt que vous mettez une odeur de banane fraîche, bien, tout ça, alors c'est interdit, c'est de la publicité mensongère, ce qui n'est jamais réprimé, mais ceci étant, ça c'est de la manipulation. Si vous l'utilisez pour essayer de mieux convaincre sur un produit qui apporte quelque chose, qui apporte une amélioration, etc., une crème qui est vraiment une crème anti-rides et qui permet de ça et qui est moins chère de vous retirer vos rides, je dirais pourquoi pas. C'est de la conviction. Après, c'est le côté déontologique qui est très important. Mais la déontologie, pour moi, c'est de savoir pourquoi on l'utilise. Et à quelle fin on l'utilise. Parce qu'on peut l'utiliser à des fins positives. Alors, il y a un très bel exemple. Vous avez entendu parler du phénomène des nudges. Oui, ça me dit quelque chose, mais dites-moi. Les nudges, c'est des principes qui ont été créés par Richard Thaler et Cass Susten. Deux Américains qui ont travaillé comme conseillers en Angleterre, c'est de vous faire prendre des décisions automatiques, par exception à votre cerveau, dans le domaine de bonnes causes sociales, etc. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y avait bien, c'était en Californie, ils voulaient diminuer la consommation d'électricité de chauffage. D'accord. Donc ils ont créé ce qu'ils appelaient l'ambient orb, c'est une boule qui est verte, et quand il y a trop de chauffage, ça passe au rouge. Alors, automatiquement, en voyant ça, les gens ont tendance à aller baisser le chauffage. Voilà. Donc vous créez, votre cerveau va vous conduire, donc c'est des principes non obligatoires, non intrusifs, mais qui fait que votre cerveau va prendre une décision qui veulent faire dans les bonnes causes. Mais c'est quand même une manipulation de votre cerveau. Le plus marrant qu'ils développent, par exemple, la SNCF l'a fait. Hein. La SNCF, ils avaient un escalator, c'est à Lyon, dans la gare de Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez les gares de Lyon, vous l'avez peut-être vu. Un escalator qui était toujours sorti de métro, rentrer dans l'escalator, c'était la bousculade tout le temps. D'accord. Donc ils ont créé avec une société pharmaceutique, ils ont créé un escalier dans lequel ils mettaient, pour votre cœur, etc., pour mieux faire, c'est très bien fait, etc. Si vous voulez gagner, je ne sais pas quoi, tant d'années de vie ou de cœur, c'est très très bien fait, je ne me rappelle plus exactement de l'exemple, mais prenez cet escalier. Et en fait, ils ont désengorgé à la fois l'escalator tout en faisant faire effectivement de l'exercice physique, puisque tout votre cardiologue vous dit il vaut mieux monter un escalier, surtout ne prenez pas l'ascenseur, mais montez l'escalier, tout ça, donc vous gagnez, tout ça, mais c'était très très bien fait, donc la SNCF l'a utilisé. Mais le plus marrant le plus marrant, c'est pas le plus sexy, mais le plus marrant, c'est l'aéroport d'Amsterdam. Les toilettes masculines étaient vraiment dégueulasses, ils avaient mais alors vraiment un coût d'entretien énorme. Alors pour défailer, c'est des ergonomes qui ont travaillé avec eux, donc des gens qui font du nudge, pour essayer de viser dans toutes les toilettes masculines, hein, les pissotières, ils ont mis une petite abeille en mettant visée au centre. Et ça a diminué le coût d'entretien d'une façon drastique. C'est que les gens ne pissaient plus à côté, ils visaient au centre. Voilà, ça c'est le nudge. Bon, ça n'existe pas, c'est pas obligatoire, ça vous oblige à rien, mais ça va entraîner votre cerveau à faire des choses dans des bonnes causes. Alors, il a écrit un bouquin, un très bon bouquin qui s'appelle Nudge, etc. Il est en français, en anglais. C'est Thaler et Cass Susten qui sont bien. Et alors c'est marrant parce que c'est quand même une manipulation du cerveau. Et l'année dernière, il a eu le prix Nobel d'économie pour ça. Et quand même, c'est pour des bonnes causes. Eric Singer a écrit, lui, il a créé
le nudge, je sais pas quoi, enfin une association pour le nudge aussi, il a écrit un bouquin sur le nudge marketing. Moi, je le trouve pas très intéressant, mais si vous le rencontrez, ne me le direz pas. Parce qu'il fait beaucoup de nudge, etc. Mais d'applications, on peut très bien l'appliquer en marketing. Et la SNCF actuellement travaille, essaye de faire des automatismes pour éviter les accidents. Alors dans les idées, par exemple, c'est qu'il voulait créer, à un moment pas la SNCF, mais d'autres, des passages piétons cloutés en relief. D'accord. Vous voyez en relief, donc on a l'impression de rentrer dans la mur quand même. Donc, cette manipulation du cerveau, on l'accepte pour des bonnes causes, et là, voilà, c'est typiquement une manipulation du cerveau qui est faite pour des bonnes causes. Sociales, etc. Diminuer l'énergie, on peut le faire l'écologie, etc. C'est pour ça que le vrai problème éthique et déontologique, ils ont eu le prix Nobel quand même, il a eu le prix Nobel là-dessus, ça veut dire que les gens ont trouvé quand même que c'était pas complètement anachronique au niveau éthique déontologique. Vous voyez qu'on peut aussi utiliser ces choses, ces connaissances, pour des éléments positifs. Ouais. Alors après, et donc c'est comme l'intelligence artificielle. Par contre, moi j'ai souvent aux sociétés, si vous commencez à faire ça, faut que vous entouriez déjà de juristes pour vous dire si vous avez le droit. Ensuite, vous étudiez de psychologues, des gens dans ce domaine-là qui permettent de voir si c'est éthique ou non, que vous ayez une garantie au moins éthique par des spécialistes de l'éthique interne qui disent que c'est bien éthique. Mais même une fois que vous avez tout ça, il faut sensibiliser les gens, répondre aux journalistes. Qu'est-ce que vous leur racontez? Pourquoi vous avez fait ça, etc. Sinon, vous allez même en prendre plein la figure. Dès le moment où on va vous dire qu'ils manipulent le cerveau, et puis alors les fake news, ça part très vite. Oui, c'est sûr. Et puis les journalistes. Et ensuite, déjà Spinoza, donc je crois que c'était en 1600, 1600 et quelques, déjà il disait une chose qui est très vraie actuellement, on ne peut pas combattre une émotion par de la rationalité. Seul on peut combattre une émotion en la remplaçant par une autre émotion. C'est intéressant. Bon, que reprend d'ailleurs Damasio, qui est le grand spécialiste de Rollock, dans son fameux bouquin Spinoza avait raison, où il reprend toute une analyse de Spinoza avec ses études. Mais c'est assez intéressant parce que quand vous voyez les fake news et tout ça, vous voyez le pouvoir, ou des rumeurs ou des fake news, c'est que vous ne pouvez pas les combattre par du rationnel. Ouais. Vous pouvez les combattre par une émotion, alors soit une émotion positive plus forte, ou une autre émotion qui va se substituer. C'est-à-dire que les gens ne penseront plus à ça. C'est pour ça que Benalla, s'il y avait eu l'assassinat du pape, on aurait pu parler de Benalla. Sur un côté émotif qui quand même n'a pas une importance à côté. Il y avait au Mexique, ou je ne sais plus où, il y avait eu un tremblement de terre qui avait tué 100 personnes, tout ça, mais on parlait quand même de Benalla les trois quarts, ce qui nous crée les gilets jaunes. Alors il y en a qui commencent à dire, les gilets jaunes, ils commencent à nous emmerder. Bon, puis surtout les journalistes, on en a marre de voir du gilet jaune tous les jours, même si c'est peut-être des bonnes causes, tout ça. Mais il faudra qu'il y ait quelque chose, une autre chose. Alors déjà l'attentat à Strasbourg, mais les gilets jaunes ont dit, parce qu'ils connaissent ça, c'est bien, certains ont dit oui, c'est artificiel, ils ont créé ça pour nous redonner quelque chose. Mais c'est vrai que, vous voyez à quel point les émotions, c'est vrai que votre sujet est passionnant, parce que à quel point ça joue dans tous les domaines. Exactement. Et moi je me rappelle, il y avait eu à un moment donné de la grippe aviaire. Ça a bloqué les gens pendant 2 mois. 2 mois, tout le monde ne pensait que ça. Et plus on disait aux gens sur la télévision, mais ne vous en faites pas, si vous faites cuire le poulet, vous n'avez aucune chance d'avoir la grippe aviaire parce que il est automatiquement détruit. Donc le prion est détruit, vous n'avez aucune chance de l'avoir. Plus on disait ça à la télé, plus ça écroulait le marché du poulet. Alors, c'est rare de manger son poulet cru. Mais plus on disait ça, qu'on l'expliquait avec des médecins qui venaient, plus ça écroulait le marché du poulet. Et puis il y a eu Juppé qui avait créé le contrat nouvel emploi, qui a mobilisé la France, on n'a plus parlé de poulet. Et je me rappelle que l'un des grands leaders de l'agriculture, il disait merci monsieur Juppé, grâce à votre truc, la vente de poulet s'est mis à repartir normalement. Et la consommation de poulet. Et je ne pensais plus à ça. Oui, ils ont substitué les émotions, ils ont transposé ça sur autre chose.
De toute façon, le cerveau ne peut pas penser à plusieurs choses à la fois. Ça, c'est aussi une des caractéristiques du cerveau, c'est que si vous le concentrez sur une idée, il oublie les autres. Parce qu'il y a, tous les outils qui peuvent vous aider pour les émotions, mais il y a toutes les recherches et le savoir-faire qui est fait sur un peu l'émotion, ce que ça crée sur le cerveau, etc. Ouais. Comment il se comporte face à des émotions. Et comment créer des fausses émotions, des faux sentiments. Ouais. Mais c'est vrai que le côté déontologique, et c'est assez intéressant parce qu'il y a un très, très bon débat là-dessus. Mais on ne peut pas traiter votre sujet sans consacrer une partie à la déontologie. Complètement. Ouais, ça va avec totalement. C'est ce que je disais quand j'en parle comme ça tout de suite. Ne serait-ce qu'à chaud, c'est des réactions, mais c'est de la manipulation, mais c'était horrible ce que tu fais. Et c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que moi, à chaque fois que je commence une conférence, et puis on est naturellement la partie déontologique qui est importante, qu'on abordera. Est-ce qu'on crée des moments manipulation ou non? Ça rassure les gens qu'on va le traiter, donc comme ça vous n'êtes pas emmerdé au milieu de l'exposé. Mais par contre, il faut garder 10 minutes, un quart d'heure à poser le problème. Ouais. Ce qui permet aussi après aux gens de discuter. Sinon, les gens, ils vous coupent avant même d'aller plus loin. Oui, c'est vrai. Nous, il y a eu, je me rappelle quand on a fait les premières conférences dessus, il y avait le président d'une grande société que je ne citerai pas, qui est un ancien HEC, qui a écrit au directeur général en disant c'est scandaleux qu'on puisse faire à HEC une conférence sur le neuromarketing. C'est scandaleux. Ça devrait être interdit. C'est fou quand même. Pourtant, c'est le président d'une grande société d'alimentaire et qui travaille sur les problèmes d'éthique, etc. Très bien, mais je veux dire, comment nous interdire? Nous, on ne fait pas qu'on puisse interdire de faire du prosélytisme, bien sûr. Hein, mais on n'était pas là pour dire qu'ils viennent à la conférence. On n'est pas là pour dire il faut faire du neuromarketing. On dit ça existe, voilà ce qui se fait, voilà comment ça a été utilisé, voilà les limites, voilà les problèmes de réflexion déontologique. Mais moi, ma réponse d'une société, c'est que dans une société qui est une société normale, qui fait du marketing, le problème d'une société, c'est pas d'avoir des clients et de faire une vente. C'est d'essayer, tout le monde vous raconte que le but du marketing d'une société, c'est d'avoir des clients, de les fidéliser, avec le data mining, de faire des trucs, d'avoir d'autres clients, qui vous donnent des bonnes trucs sur les réseaux sociaux, qui vendent la société sur leurs réseaux sociaux, qui parlent de vous, etc. Donc c'est d'avoir, donc pas de vendre une fois, mais une deuxième fois. Si vous trompez le client parce que son cerveau intelligent va tout de suite reprendre les commandes, et ben, quand il va s'apercevoir qu'il est trompé. C'est comme les soldes. Où on les prépare, on n'y va plus. Bon, on est vraiment con. Ça, on n'y peut rien. Mais ceci dit, il va s'apercevoir, donc il ne viendra plus racheter. Ça va jouer terriblement sur l'image de marque. Donc les utilisations de manipulation encore plus fortes qui peuvent venir d'une connaissance encore plus approfondie que nous donnent les neurosciences, je dis que c'est la connerie pour une société, elle ne peut pas les utiliser pour manipuler, puisque le but c'est de faire revenir les gens. C'est même son but du marketing. Il vous dit qu'il faut fidéliser, la fidélisation est plus importante que la concrète. On a tous les trucs de clients, c'est important, il faut vraiment faire des produits gagnants-gagnants. C'est tout le discours marketing qui ressort. Donc c'est même pas dans l'intérêt d'une société d'aller manipuler pour que les gens ne viennent plus. Puis maintenant avec les réseaux sociaux et les journalistes, si vous commencez à manipuler avec ça, vous en prenez plein la figure. C'est vrai. Puis la formation va très vite, avec les réseaux sociaux. Nike a été démoli par les réseaux sociaux parce que, faut dire qu'il avait son positionnement sur la pureté du sport, etc. Puis lorsqu'on s'est appris qu'il faisait travailler des enfants en Asie, maintenant une société doit surveiller même ses fournisseurs, toute sa chaîne de valeur. Et c'est pas du tout évident, surtout si elle a un positionnement qui touche vers l'éthique, vers la déontologie. Ouais. Toute la chaîne de valeur, même celle qu'elle ne maîtrise pas. Regardez une société qui, même avec des assurances, si Total prend des
ce sont d'autres sociétés qui vont transporter son pétrole. Ben, si le pétrolier crée une pollution, on va attaquer aussi Total, alors que ça peut être des... Il va falloir qu'il démontre qu'il a des sociétés sérieuses, etc., etc., etc. Mais même si la société sérieuse qui a pris Total a pris un sous-traitant, parce qu'elle ne peut pas avoir un pétrolier à ce moment-là qui a des problèmes, et ben Total va s'en prendre plein la figure sur son image de marque. Donc maintenant, votre chaîne de valeur, c'est vachement important. La chaîne de valeur... Oui. Mais la chaîne de valeur, si vous travaillez dessus, moi je l'ai travaillé en marketing, elle est déjà profondément immorale. Parce qu'une chaîne de valeur, moins vous avez un travail difficile, plus vous gagnez de l'argent. Regardez, les travaux les plus difficiles, c'est l'extraction, de certaines matières, mais c'est l'extraction de base ou l'agriculture. On est près de la nature, on gagne vraiment très très peu d'argent. D'ailleurs, on a beau subventionner l'agriculture depuis je ne sais pas combien de temps, depuis l'après-guerre, on subventionne, ils sont toujours dans des problèmes. Donc si vous voulez valoriser, il faut déjà avoir un métier un peu moins difficile, c'est déjà la transformation. Et ils ont plus de valeur, c'est moins difficile que l'agriculture de base. Donc si vous regardez une bonne chaîne de marketing, une bonne chaîne de production, on va vous dire, ben non, si tu veux gagner de l'argent, puisque tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, il faut faire plus de produits. Ça, c'est l'esprit de production. Et si vous faites plus de produits dans l'agriculture, ben, il va y avoir trop de produits et vous écroulez le prix. Là, c'est les bonnes années. On n'est jamais content de l'agriculture parce que les bonnes années, il n'y a pas de surproduit, mais ça vaut plus cher. Et les mauvaises années, il y a une surproduction. Donc vous avez déjà la transformation. Et c'est ce que commencent à comprendre les agriculteurs. C'est qu'il faut qu'ils aillent jusqu'à la transformation. Après, là, vous avez des meilleures valeurs et c'est moins difficile. Après, ce qui est encore moins difficile, puisque vous donnez tout d'autre, c'est la distribution. Et les marges sont vachement pour augmenter dans la distribution. Et ce qu'on reproche actuellement à Leclerc, vous avez exploité tout le monde, les fabricants, les agriculteurs, etc. Les distributeurs, c'est eux qui ont les meilleures marges. Et puis après, si vous voulez de la distribution, est-ce qu'on va vous êtes dans un hôtel pour revaloriser un 3 étoiles actuellement, pourtant c'est très difficile, mais tous les 3 étoiles, les hôtels sont déficitaires. Ils sont bénéficiaires pourquoi? En vendant leurs produits, mais surtout, ça va être de encore faire des choses de moins difficiles, c'est de vendre leur savoir-faire. Le conseil, le savoir-faire, on prend plus d'importés au Japon, ils donnent du conseil, là il est payé une fortune. Et puis après, c'est encore mieux, on travaille encore moins, c'est on vend sa marque. On met sa marque, Paul Bocuse sur les choses. La marque, on vend une marque. Vous voyez que la chaîne de valeur, ce qui est quand même assez extraordinaire dans un principe marketing, si vous voulez augmenter la valeur de votre chaîne de valeur, c'est pas d'aller vers la base, vers la production ou la quantité, c'est d'aller vers la revalorisation. Et nous, on travaille beaucoup avec des PME, puisque moi je travaille beaucoup en France, on a beaucoup lancé dans les dom-toms, et c'est ce que j'arrête pas d'expliquer ça à une PME. Et j'avais un producteur qui fait du bio dans le Midi, il est très content, mais il a un terrain qui doit faire 2 hectares. Et je lui dis, mais quelle est la richesse de ton terrain? Il me dit, ça, 2 hectares. Puis je lui dis, 2 hectares, tu ne peux pas, ça coûte une fortune, les terrains à côté. Je lui dis, mais dis-moi la richesse de ton truc. Moi, j'ai vu que tu as une richesse colossale. Il dit, mais c'est que je fais du bio, je fais du produit. Je lui dis, non, c'est pas ça. Regarde, c'est sur la route entre Nice et Grasse. Les gens peuvent stationner. Tu mets une guitoune là qui fait un truc et tu vends tes produits dans ta guitoune. Et tu mets des parcs de stationnement et là tu vas vendre tes produits. Et puis après tu vas vendre des produits bio de tous les autres gens qui font du bio à côté, des confitures, des machins, pour que tu restes cohérent. C'est ça ta richesse. Oui c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais il faut mettre une baraque. Nous c'est pas très cher de mettre une baraque, de faire. Mais ta richesse elle est là. Sa valeur ajoutée, sa chaîne de valeur n'est pas dans sa valeur. D'après le moins, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi. C'est pas dans ça, il peut faire des produits encore meilleurs, encore meilleurs, encore meilleurs. C'est pas là qu'il faut que tu investisses. Il faut que tu investisses dans cette baraque. Et puis dans un parking. Et après dans le produit des autres. Parce que là, tu fais une marge. Donc, qui travaille sur la chaîne de valeur. Et c'est vrai que les émotions, c'est quand même... Mais c'est pas naturel, parce que tout le monde pense qu'on est rationnel. Oui, c'est ça.
Bon, parce qu'on est logique, qu'on est Ouais. conscient, logique et rationnel. Et ça, on l'a depuis Descartes et depuis... Je crois qu'il y a 2 erreurs fondamentales dans la vie, c'est de penser que l'homme est un individu à part, qui est le seul à être conscient, logique, rationnel, etc. Et le seul à avoir une conscience. On dit qu'il est à l'image de Dieu, qu'il est vraiment parfait, que les animaux, c'est vraiment rien du tout, alors que les animaux ont aussi un cerveau et une conscience. Ouais. Et donc, en fait, que nous, la différence, c'est qu'on a un cerveau un peu plus sophistiqué, ou programmé différemment, mais ils ont des programmés pour faire autre chose. J'aime bien voir la compréhension des chats, j'adore les chats parce que c'est vrai que on a l'impression qu'ils réfléchissent. Quand ils miaulent, qu'ils savent ce qu'ils veulent, plus que le chien qui est plus... on sait aussi, mais c'est... Et puis maintenant, on s'aperçoit que les plantes aussi ont une forme d'intelligence. C'est vrai. Ouais. Donc on va peut-être s'apercevoir à un moment donné qu'on n'est pas au sommet de la nature tout à fait différent des autres, mais qu'il y a toute une chaîne du vivant qui a aussi une conscience. Je pense que c'est une grosse erreur psychologique. La deuxième grosse erreur, c'est qu'on pense que notre cerveau est conscient, rationnel, etc. Alors que les émotions, qu'on a pour 70 à 80% des achats, ça bouleverse en marketing. Parce que tout le marketing a été fondé sur le fait que les gens sont rationnels, qui répondent ce qu'ils pensent dans les études, qui font ce qu'ils disent, qui répondent ce qu'ils pensent. Ouais. Et qu'en ayant des arguments rationnels, dans la publicité, partout, eh bien, on va arriver à les attirer. Et là, justement, tout votre sujet, c'est de dire, bah non. Exactement. C'est la place des émotions, et les émotions, il faut savoir un peu, et il faut remonter soit au cerveau, soit trouver un autre moyen, c'est le data mining. Vous avez les deux avenirs du marketing. Ouais. Et justement, parlant d'avenir, selon vous, les challenges futurs, là vers où on tend, là où le marché va évoluer, de la connaissance émotionnelle. Moi, je crois qu'il va évoluer dans la sophistication du data mining, c'est-à-dire dans toute l'intelligence artificielle. En fait, l'idée, c'est de savoir un peu qu'est-ce qui vous fait bouger, qu'est-ce qui vous fait acheter, etc. Comment c'est le poids des émotions, c'est quel type d'émotion va vous faire acheter. Et qui sont programmés en nous. Donc il y a ça, et puis je pense que le deuxième grand truc qui va évoluer, c'est toutes les connaissances, justement, les émotions sur le cerveau. Sans émotion, on ne peut pas vivre. Si vous voulez choisir votre copain ou votre ami ou votre mari ou beaucoup de choses, c'est pas un côté rationnel qui vous fait tomber amoureux. C'est un côté purement émotif. Oui. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi, mais il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont complètement conditionnées par simplement les émotions et non pas par la rationalité. Même un vendeur, vous le trouvez sympathique ou non, on s'aperçoit très bien qu'un vendeur, la première chose, c'est de créer un contact d'empathie. Et donc, il y a toute cette connaissance de savoir comment fonctionne le cerveau des uns et des autres, d'abord pour être en meilleure harmonie avec soi-même, et de créer de l'harmonie avec les autres. Et pour ça, je pense que ça va se développer, puisque dès le moment où on s'aperçoit que les émotions ont une importance dans le domaine d'achat, il est sûr que tout ce qui amène à la connaissance. Donc je pense que c'est les deux grandes choses. Alors, il y a une qui va vers l'intelligence artificielle, et l'autre qui va vers la connaissance du cerveau. Et dans l'IA, ça se retrouve d'ailleurs. Parce qu'on va utiliser les études pour les robots. Parce que l'IA, c'est aussi la robotisation. Et Watson aussi, il faut qu'il comprenne les réactions des gens qu'ils ont en face. Et l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est d'être plus intelligent que l'intelligence humaine. C'est en gros, avant d'arriver à avoir la sophistiquité d'un cerveau, c'est compliqué. Hein.
Mais on voit très bien dans le bouquin, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Laurent Alexandre, sur l'intelligence, il vous montre des perspectives, il vous dit que l'intelligence artificielle a un taux de croissance exponentielle, alors que l'intelligence humaine a un taux de croissance darwinienne, c'est-à-dire que sur des siècles, et comment rattraper. Donc les deux solutions qu'il propose, soit la solution de Google, c'est la bionique, c'est-à-dire de connecter votre cerveau à un ordinateur par des puces. C'est pour ça qu'ils essayent de décrypter Google le code de fonctionnement des neurones. Parce que du moment où on arrive le code de communication des neurones, parce que le jour où on a décrypté le code de communication des neurones, on peut le reproduire dans les ordinateurs et on peut connecter l'ordinateur aux neurones. Et ça, ils dépensent des millions d'euros là-dessus dans la recherche, dans le laboratoire de recherche. Ça, c'est la première chose, pour essayer de dire, en se connectant les ordinateurs, on va devenir intelligent. Je ne suis pas sûr que ce soit si évident que ça, parce qu'il faut savoir que le cerveau, quand vous ne faites pas travailler un endroit, il se détruit. C'est ça qui est important. Et on s'aperçoit pour Google, c'est extraordinaire pour tous les moteurs de recherche. C'est extraordinaire, on s'en sert. Mais à force de ne voir que ça, chez les enfants, on ne finit par ne plus avoir de réflexion, on finit par ne plus avoir d'orthographe, etc. Parce que leur partie du cerveau qui ne travaille pas, elle se diminue et elle finit par se détruire. Donc si on remplace par un ordinateur, c'est pas sûr qu'on va avoir augmenté la quantité d'informations qu'on peut avoir. On aura même des logiciels qui nous aideront, mais c'est pas sûr que ça va disparaître dans notre cerveau. Donc on risque de revenir des robots. C'est plus compliqué que ce que dit, j'aurais bien aimé le rencontrer d'ailleurs, Laurent Alexandre. Parce que je dis, il y a ça. Puis alors l'autre côté qui me semble le plus dangereux, c'est, alors ce qu'on voit, c'est la Corée et la Chine, c'est la manipulation de la cellule. C'est de l'ADN. On veut vous booster les gens en injectant aux enfants des cellules de personnes plus intelligentes. Donc de trafiquer la cellule en mettant des ADN plus intelligents. C'est-à-dire qu'on veut créer des surhommes et c'est la génétique. On va créer des surhommes et puis les gens qui ne seront pas boostés, qui n'auront pas les moyens. Déjà, vous voyez qu'en Corée, on le voit déjà, les gens qui se transforment pour être beaux, pour avoir des physiques, ils dépensent une fortune. Les Coréens, parce qu'il faut avoir le nez qui correspond, etc. Ils se font de la chirurgie esthétique, les Américains le font, mais les Coréens, c'est une folie, pour vraiment avoir le physique, etc. Et pourquoi pas le mental, donc des surhommes. Ça, c'est l'autre chose qu'ils disent pour rattraper l'intelligence artificielle. Le problème qu'il faut voir, c'est que dès que vous touchez à l'ADN, à la génétique, on ne sait pas ce que ça donne, comment réagit le corps humain, parce que il y a tout un ensemble de réactions internes que personne n'est capable de contrôler. Donc on peut créer... Il y avait un grand poète américain, je ne me rappelle plus d'ailleurs de son nom, c'est Stevenson, un nom anglais, qui un jour on rencontre, il y avait une très très jolie femme, qui était une actrice, qui disait maître, on devrait... Alors lui, il était très intelligent, mais il était assez moche, très grand, mais assez moche. Et lui disait, maître, on devrait avoir des enfants ensemble, parce que si vous vous rendez compte, s'ils ont votre intelligence et ma beauté, on va faire des superbes enfants. Et Stevenson avait répondu, oui, mais si c'était le contraire. Bon, c'est ça, dès qu'on commence certaines manipulations, on ne sait pas exactement... On ne sait pas exactement ce que ça va donner. Mais on s'aperçoit par exemple que les émotions, vous avez un bouquin, on voit un peu partout, des derniers que j'ai jeté un coup, je l'ai lu de ça. Kayak, l'enquête vérité, n'ayez plus peur du cancer. On s'aperçoit qu'ils s'aperçoivent quand même que des émotions positives, oui, ça permet de diminuer les récidives sur le cancer. Pas mal de choses de récidives. Et que ce qui va jouer sur la maladie pour qu'elle ne se développe pas, c'est de l'entourage, la croyance humaine, l'effet placebo. Alors l'effet placebo est extraordinaire. Tout médicament est testé à 20% pour l'effet placebo. Dans le domaine du sommeil, moi je discutais avec un cardiologue, il me disait oui, tu as raison,
parce que très longtemps, les gens qui ne pouvaient pas dormir, on leur donnait des pastilles en sucre, en leur surtout prenant que la moitié, parce que ça va avoir, elles sont très très fortes. Et les gens dormirent comme des masses. Un effet placebo qui joue donc sur nos émotions, notre cerveau, puisqu'on est des croyances, ce qui d'ailleurs donne du poids à tous les gourous, les croyances, mais même lourdes, etc. Ça peut même guérir. Alors il est là, c'est intéressant parce que sa deuxième partie, il montre, parce qu'il a passé toute sa vie à soigner des cancers, il montre comment les émotions positives peuvent empêcher la récidive, joue sur la récidive, joue sur la rémission, joue sur la récidive, joue sur beaucoup de choses, sur le... Il ne dit pas que ça empêche des cancers, mais on sait très bien que des côtés négatifs favorisent des cancers, ou la déclaration des cancers. On s'aperçoit, on l'a vu tous dans des amis qui ont eu un drame, un divorce, etc. Et parfois, alors ça ne veut pas dire que le cancer n'était pas là, mais que ça a développé le cancer. Il est très important parce qu'il explique assez clairement comment fonctionne le phénomène du cancer avec les cellules de base. Les cellules de base et comment il arrive à déconnecter la génétique et à se transformer, à se camoufler par rapport aux autres cellules, par exemple aux cellules tueuses. Ils ne les reconnaissent pas, ils se camouflent. Parce qu'en fait, toute cellule étrangère, en principe, c'est tuée par nos anticorps. Mais comment il arrive à se camoufler? Il est très intéressant ce bouquin. Et dans l'émotion, moi je trouve que c'est vrai que ça peut jouer sur beaucoup de choses. Ouais. Alors bien entendu, c'est beaucoup plus important ça que le marketing. Parce que arriver à faire vendre plus de produits, ce que je disais souvent, mais ce qui plus n'est pas, puisque maintenant c'est l'obsession HEC, la recherche, les trucs, etc. On a une équipe de chercheurs marketing, j'étais un peu responsable du département, je dis quand même, il faut peut-être que vous ayez un peu de recul sur vous-même, arriver à faire passer 3 ans de bonne vie pour démontrer qu'un vendeur qui va avoir beaucoup de clients, moi ce que j'ai vu la thèse de 200 pages, réussit mieux qu'un vendeur qui ne voit moins de clients, je dis quand même, et puis je dis même si vous arrivez à démontrer ça, ce qui me paraît une certaine évidence, je dis même si vous arrivez à le démontrer, bah, c'est quand même pas de la recherche médicale que l'on fait. Bon, que vous fassiez de l'eye tracking, vous montrez que vous mieux regardez telle ou telle partie du truc et vous sortez quand même 3 ans de sa vie, il faut savoir, passer 3 ans de sa vie, dépenser beaucoup de fric, payer un doctorat pour arriver à faire ça et après de passer toute sa vie à faire de la recherche marketing pour arriver à démontrer des trucs comme ça, c'est bon. Et actuellement, ils sont emmerdés parce que les chercheurs dans toutes les universités du monde entier, c'est qu'on est en train de les remettre vachement en cause, parce qu'ils ont tous des recherches qui sont sur les datas classiques. Alors, mais c'est très bien, mais vos datas, si les gens n'ont pas déclaré ce qu'ils voulaient, c'est faux. C'est vrai. Le data mining, ils ont beaucoup de mal à s'en tirer parce qu'il y a des quantités de données qui arrivent, mais bon, même si on arrive à sortir, c'est pas ça. Pas, ça, je comprends que si on arrive à donner un système qui vous permet d'éviter des récidives de cancer, ça c'est important dans la vie. Mais, ou de soigner des enfants, de soigner des gens, mais pour le marketing, même si on découvre des choses pour vendre un peu plus de boîtes Nestlé, d'accord, c'est vachement intéressant, ça fait passer un doctorat, mais bon, qu'est-ce que tu as à faire? J'ai dit pour montrer qu'on pouvait vendre, tu te rends compte, j'ai passé 4 ans de ma vie à démontrer qu'on augmentait de 10% la vente des produits Nestlé si on les mettait sur de tel niveau de la vue plutôt que tel autre niveau. Bon, c'est vachement bien. Moi, ça sert la société, ça change le monde. Il faut quand même savoir ce qu'on fait aussi de temps en temps par rapport à sa matière. Mais nos chercheurs en marketing, ils croient que c'est aussi important que s'ils faisaient de la recherche médicale. On leur demandait la recherche, c'est vachement important. Où ça a une importance très forte, c'est en finance, parce que finalement, vous trouvez un protocole qui permet d'arriver à acheter des actions, les revendre au bon moment, ça fait gagner des millions. Mais même en marketing, ça ne fait pas non plus... c'est sûr. Ça ne change pas les trucs. Alors par contre, tout ce qui est les neurosciences, ça les emmerde profondément, à part un ou deux qui s'y mettent, parce que ça remet en cause toutes les études classiques. Et quand on fait une conférence sur les neurosciences, les premiers qui... Il y a 3 types de gens en général qui vous allument. C'est les médecins, certains, pas les spécialistes neuroscientifiques. Moi, je fais plusieurs conférences pour les laboratoires
marque pharmaceutique où j'avais le spécialiste de l'épilepsie, de l'Alzheimer, etc., qui venaient, je faisais vachement gaffe quand je parlais du cerveau, parce qu'ils en savent 10 fois plus que moi. Je disais, voilà ce que nous, on retient dans des applications, management, marketing, etc. Puis vous me corrigerez si je dis des bêtises. Mais ils étaient très intéressés à voir qu'on pouvait faire d'autres applications. Mais vous avez souvent le médecin qui ne connaît pas beaucoup, cette base qui vient à la télé parce qu'il faut un médecin pour contredire. Ceux qui ne peuvent pas supporter, c'est les beaucoup les psychologues et surtout les psychanalystes. Parce qu'ils disent, nous, il suffit d'avoir le truc, mais avec Freud, on a déjà tout découvert. Freud, il n'avait pas l'IRM. Et s'il avait l'IRM, probablement, il s'en serait sorti. Mais c'est quand même beaucoup plus sophistiqué que simplement la théorie, même si ces théories sont très avancées, très bien, qui est donné le rôle de l'inconscient, etc. Donc les psychanalystes, alors déjà, ils se bouffent entre les freudiens, les machins, etc. Et puis, je vais dire, les troisièmes, c'est les gens de marketing, qui font de la recherche en marketing, parce qu'on leur dit, oui, mais le problème, c'est très bien, on recherche, mais faut-il encore que l'information soit fiable? Si votre information n'est pas fiable, n'est pas pertinente, vos 200 pages de recherche un peu sur quoi? Sur des corrélations. Alors moi, j'adore les recherches, d'ailleurs, marketing, les recherches doctorat, parce que vous avez la première page, c'est est-ce qu'un vendeur, etc., qui va au plus de clients vend mieux qu'un autre, parce que j'ai vu, donc après vous avez 150 pages de modèles de corrélation, de trucs de compte dans tous les sens, de trucs, etc., sur des datas. Moyennant quoi, finalement, un vendeur qui voit plus de gens vend plus qu'un qui vend sous réserve de faire tel type d'études. C'est la fin de l'étude doctorat. Et je me rappelle au doctorant, je lui avais dit, mais tu vois pas que c'est un peu évident? Il m'a dit, oui, mais je l'ai démontré. Alors, de temps en temps, j'aime bien parce qu'on perd un peu le bon sens des choses. Mon côté auvernien qui revient en disant, oui, c'est vachement bien, enfin quand même. Les gars, vous n'êtes pas les médecins. Alors, ils ont horreur de ça, nos chercheurs, quand on leur dit, bon, faites pas de la recherche médicale, le tracking et tout. C'est sûr. Surtout pas leur dire. Alors, dites bien que vous y croyez à la recherche. Oui. Je n'y manquerai pas. Mais bon, en plus, vous le faites dans le cadre d'un master, vous le faites pas dans le cadre d'un doctorat. Non, c'est dans le cadre Et vous le faites toute seule? Parce que les MSc, on peut le faire à plusieurs. Non, la thèse, c'est tout seul. Là, c'est tout seul. Ouais, non, la thèse, c'est tout seul. Non, il y a un projet d'action pour le pilotage, le certificat, mais dans le cadre du master, non, c'est une thèse. Parce que moi, j'avais vu des masters avant où ils faisaient des projets, les premiers projets, je suivais des gens, ils pouvaient le faire à 2 ou 3 sur le master marketing. Sur le MSc marketing. D'accord. En tout cas, en MSIT, la thèse est vraiment, la thèse, c'est vraiment un travail individuel. Après, oui, on avait des projets, des choses où on peut. Et vous, c'est sur les masters communs, donc vous êtes ingénieur, vous en fait, de première formation. Non, moi je viens plutôt du marketing en fait. Ah, vous avez du marketing? Mais j'ai travaillé dans le digital et j'ai travaillé beaucoup avec. Moi j'étais beaucoup plus dans le digital côté marketing. Oui. Donc du coup j'étais beaucoup avec des ingénieurs. D'accord. D'où le fait qu'ils m'ont pris aussi par rapport à mon profil qui les intéressait parce que j'ai un peu cette capacité à. Là, vous travaillez aussi avec les ingénieurs. Oui. Puisque vous travaillez avec les écoles d'ingénieurs sur le master commun. C'est avec les mines Paritech. Donc je pensais que vous veniez plutôt de. C'est Supélec, donc c'est l'école d'ingénieurs à qui vous travaillez. Mine Paritech. Oui, c'est Mine Paritech. Moi, je croyais que vous veniez plutôt des mines et que vous aviez. Non, c'est les deux. Ouais. C'est vachement bien parce que on a ce côté, c'est double. Oui. Du coup, ça me permet de comprendre du coup les deux univers et c'est pour ça que j'ai choisi justement autour de la file data parce que ça me permet d'être encore dans les deux univers. Donc, Vous savez que l'IRM, où il est l'IRM le plus sophistiqué du monde? Non, dites-moi. Vous ne savez pas? Non. Mais il est à côté de vous, d'HEC à Saclay. D'accord. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Le Bihan, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le cerveau de cristal, qui a inventé cette IRM, donc qui est très connu, si vous pouviez l'interviewer. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Le cerveau de cristal. Alors là, il faut vraiment s'accrocher pour le lire. Et il est sur le plateau de Saclay. D'accord, c'est intéressant. Okay. Il faudrait qu'ils arrivent à voir si
il reste encore une seule cellule après un cancer, après une chimiothérapie, une seule cellule cancéreuse dans le corps, avec leurs IRM hyper sophistiqués. D'accord. C'est fou ça. Et ils sont aperçus, c'est eux qui... Le cerveau de cristal, c'est ça, c'est finalement le cerveau, très longtemps, le cerveau, la mémoire c'est un endroit, mais pas du tout. La plupart de nos choses de mémoire, c'est des circuits. C'est des communications à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire que la mémoire va aller faire un tour, c'est un ordre qui va donner le cerveau, qui va déclencher une recherche, et c'est un endroit où on va se souvenir qu'elle s'appelle Gisèle, un autre endroit qui se souvenir qu'il y a le visage de Gisèle, et un autre endroit du cerveau, on s'aperçoit que Gisèle, elle est sympathique, ou c'est une cloche, tout ça. Donc il y a plusieurs trucs, donc on déclenche un circuit qui va rechercher. C'est pareil pour la récompense. C'est pour ça que, par exemple, les drogues, comme la cocaïne, vont déclencher deux circuits. Un circuit de satisfaction, c'est-à-dire un circuit qui va jouer souvent sur les endorphines, qui vont créer du bien-être, satisfaction, etc., bien-être ou suppression de la douleur ou bien-être, mais en même temps un circuit de dopamine qui va entraîner à refaire ça, c'est-à-dire de refaire le geste. Vous allez avoir de plus en plus envie de refaire quelque chose qui le cerveau détecte comme plaisant. Donc vous avez un circuit de satisfaction qui se connecte avec un circuit de la récompense. Et dans le cerveau de cristal, justement, sur ces IRM hyper sophistiqués, ils arrivent jusqu'à avoir ces fameuses communications. D'accord. Donc on s'aperçoit qu'on est encore aux prémices des connaissances, je pense, sur le fonctionnement même de notre cerveau. Du cerveau. En tous les cas, les aires du cerveau, etc., c'est quand même beaucoup remis en cause par ces fameuses circuits comme l'intelligence. En fait, l'intelligence, c'est pas un endroit, c'est un circuit qui permet de vous reconnecter. Et après, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et ben du coup, là en parallèle, je monte ma société. Votre start-up ? Ouais, voilà, c'est ça. Mais mon objectif, j'aime beaucoup le sujet, donc ce que je suis en train de faire, donc voir après. C'est encore ouvert, on va dire. J'ai des pistes de réflexion, mais en tout cas, dans tout ce qui est autour de la file data, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Vous avez un grand avenir. Voilà. Oui. Donc rester dans cette thématique, ouais. Vous avez un grand avenir, parce que vous allez avoir beaucoup de demandes. Oui, c'est vrai que c'est... Par contre, votre sujet, il n'est pas facile à traiter. J'ai du boulot. J'ai du boulot et ça change beaucoup du coup. Je fais pas mal d'interviews et à chaque fois, c'est vrai qu'il y a des nouvelles perspectives qui se mettent en place. Du coup, ça revoit un peu et en même temps, dans le fond, finalement, que ce soit de tous les côtés, de tous les regards, il y a vraiment quelque chose en commun. C'est arriver à trouver des... Ouais. Avec des visions, des angles de vision tout à fait différents. Complètement, ouais. De toute façon, je vous l'enverrai quand elle sera terminée. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, c'est tellement. Je lis et je les cite dans les bouquins aussi. D'accord, ok. Justement, certains de mes collègues me disaient, mais pourquoi tu cites ça ? J'ai dit, moi, tous les trucs qu'on a avec Anso, on cite tout ce qu'on a. J'ai dit, au contraire, ça revalorise un bouquin si tu tous les travaux d'étudiants qu'on a eus, sur lesquels on a lu les thèses, etc. C'est bien de reciter. Ouais, et puis du coup, avec Watson aussi, ils sont très intéressés par... C'est assez passionnant aussi ce qu'ils font. On travaille beaucoup avec eux, c'est surtout Anso, la Sophie, Beltourtou, qui travaille avec eux, puisque dans son master, elle amène tous les gens du master d'aller voir le fonctionnement de Watson chez IBM. Elle a des